Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, numéro 155 du menu crowdfunding, comme chaque semaine, émission dans laquelle je vous présente la grande majorité des nouveaux projets en cours de financement participatif pour Kickstarter, GameFund, etc. Pour ce qui est en tout cas du jeu de société, bien évidemment, ça vous devriez le savoir si vous êtes abonné à la chaîne, et si vous ne l'êtes pas encore, faites-le. Du coup, cette semaine, on est sur une quantité de projets assez proche, assez équivalente à celle de la semaine dernière, mais il n'y a pas de vrais gros projets. Il y en a peut-être un ou deux qui auraient pu figurer dans les desserts de la semaine, mais en réalité, il n'y a pas tellement de projets qui proposent des VF et qui sont conséquents. Donc en fait, cette semaine, il n'y aura pas de dessert. Donc il y a beaucoup de projets, mais bon, au final, semaine un peu bof. Vous me direz ce que vous en pensez après avoir visionné ce menu crowdfunding. Comme à l'accoutumée, vous pouvez zapper d'un projet à l'autre grâce au chapitrage qui me prend beaucoup de temps à réaliser. Donc voilà, petit like, petit abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Hein, je le dis quasiment jamais, mais il est bon de le rappeler de temps en temps. Bien évidemment, vous connaissez un petit peu la formule hein, sur YouTube. Faut faire marcher l'algorithme et pour ce faire, les likes, les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça fait marcher l'algorithme. Du coup, sans plus tarder, entrée, plat, dessert, les trois parties habituelles par ordre croissant d'intérêt subjectivo-objectif. Et on se lance avec la première entrée de la semaine, il s'agit de Montoons Clash of the Coral Isles. C'est le premier projet de Monster Games, je pense que ça se prononce Monster, j'imagine, Monster Games, qui nous vient des États-Unis. Projet assez étrange, un petit peu dans le sens méta du monde ludique, on va dire, en tout cas dans la sphère anglophone, puisque vous le voyez, moi je suis abonné à beaucoup de chaînes Kickstarter, hein, de comptes Kickstarter, de créateurs de campagnes, donc d'éditeurs en gros. Et donc quand ils backent eux-mêmes une campagne d'un autre éditeur, ils sont affichés en haut de la dite campagne pour moi. Et du coup là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de jeux qui eux-mêmes ont backé celui-ci. On voit qu'il y a donc 1, 2, plus 8, donc déjà 8 comptes auxquels je suis abonné qui ont backé Montoons. Et c'est assez rare d'en voir autant, surtout sur un tout petit projet, parce qu'en réalité vous le voyez, 168 contributeurs, c'est pas énorme du tout. Et pourtant, dans ces 168, il y a 8 ou plus, parce que j'ai pas tous les comptes auxquels je suis abonné, au moins 8 créateurs, éditeurs, auteurs de jeux de société qui ont backé celui-ci. Donc ça c'est un peu intéressant d'un point de vue méta. Alors sont-ils backers de cette campagne parce que vraiment ils ont su déceler un potentiel que les backers eux n'ont pas vu, ou simplement parce que Devin Matlin il est assez connu dans la sphère anglophone. Je pense que si mes souvenirs sont bons, il faisait des vidéos sur YouTube depuis un temps, il a bossé avec plusieurs éditeurs, etc. par le passé, si mes souvenirs sont bons. En réalité, je pense que ça vient plus de la présence de Devin Matlin dans le duo créateur de Montoons Clash of the Coral Isles. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a moult éditeurs, auteurs de jeux derrière cette campagne, mais envie de dire moult mes envins, puisque au final 170 contributeurs c'est pas énorme. Bon, ceci dit, il s'agit d'un print and play, donc c'est quand même financé largement avec 1550 € pour l'instant, 170 contributeurs 14 jours avant la fin de la campagne. C'est un print and play en roll and write, comme assez souvent les print and play sur Kickstarter, pour 5 $ donc, mais c'est un jeu de roll and write en combat d'arène, et ça par contre c'est plus rare. On voit beaucoup de roll and write en print and play, par contre c'est rarement pour faire du combat en arène, et ça pour le coup c'est relativement intéressant. C'est pour 10 ans et plus, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 45 à 60 minutes la partie, et en fait vous allez incarner différents esprits un petit peu façon Spirit Island, mais avec comment dirais-je, un visuel un petit peu plus cartoony, et vous allez vous affronter en fait simplement un contre un, 2 contre 2, chacun pour sa peau, je crois également. Bref, il y a plusieurs modes de jeu, mais principalement, je pense que c'est pour du 1 contre 1. Et vous le voyez, vous allez avoir différents personnages asymétriques qui, un petit peu à la façon d'un Dice Throne, vont avoir des compétences asymétriques que vous allez pouvoir déclencher en fonction de votre jet de dés. Donc vraiment, il y a des trucs assez qui partagent pas mal d'éléments de gameplay avec Dice Throne pour le coup. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui pourrait potentiellement me plaire.
Donc je trouve ça assez marrant, avec des attaques spéciales, avec des attaques basiques, avec une attaque ultime, un petit peu encore une fois, comme dans Dice Throne, des déplacements, etc. Puisque au-delà de l'aspect Dice Throne pour les dés, les placements de dés sur certaines compétences, il y a aussi du mouvement sur une arène sur laquelle on va être amené à se déplacer, à évoluer pour affronter, prendre de la distance, se rapprocher de notre adversaire au fur et à mesure de la rencontre, de la confrontation, on va dire. Voilà, je passe assez rapidement pour le reste. Il y aura au fur et à mesure des stretch goals, des maps additionnelles, il y aura aussi des nouveaux personnages jouables supplémentaires également. Le tout donc pour 5 $, pour le pledge de base qui est donc ici voilà, le pledge de base à 5 $ pour 4 personnages, plus ceux qui vont arriver en stretch goals. Une battle map, donc une carte sur laquelle on va s'affronter, mais en plus il y en aura quelques-unes qui vont venir s'ajouter via les stretch goals, des fichiers STL pour imprimer les tokens à l'effigie des 4 personnages en question, et puis ensuite vous avez une version à 199 $ où là en fait vous allez aussi pouvoir, comment dirais-je, dessiner, concevoir un personnage supplémentaire qui va intégrer comment on appelle ça déjà en français, en anglais, en français anglophone. J'ai oublié j'arrive plus. Le roster, voilà, le roster du jeu. Voilà, du coup, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Est-ce qu'il y avait une version digitale? J'ai oublié. J'ai pas l'impression qu'il y ait une version digitale, ce qui est un petit peu dommage. Parce que pour le coup, ça aurait pu être. Ah, si, c'est ça. Tabletop Simulator. Sur lequel vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu. Et ça, c'est plutôt cool pour se faire éventuellement une idée de ce à quoi ça peut ressembler une fois sur la table en termes de gameplay. Voilà donc pour ce qui est de Montoons Clash of the Coral Isles, 170 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. Autre print and play, cette fois-ci ça nous vient de No Box Games, qui est un petit peu un éditeur spécialiste en la matière, qui a fait 3 campagnes par le passé qui avaient plutôt bien marché. On avait eu Spies, Bears and Booty, et puis finalement Around the World in 10 to 15 minutes. On avait traité les 3 dans le menu crowdfunding lors de leur apparition sur Kickstarter. Pour rappel, on avait commencé donc par Spies qui avait fait 2000 contributeurs, gros succès pour Spies. Ensuite, Bears and Booty a fait 1000, donc petite chute, peut-être parce que la thématique, la DA, je ne sais pas. Et puis finalement, Around the World a fait 590. Donc on voit qu'il y a une chute progressive de campagne à campagne pour les jeux de No Box Games. Alors que, bon, visuellement, ils sont plutôt chatoyants, ils sont plutôt jolis, ils attirent l'œil. Mais finalement, peut-être que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, puisqu'on voit maintenant qu'avec Dragon vs Kingdom, on est actuellement à 170 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. On n'est même pas sûr que ça aille battre le score de la précédente campagne, qui est donc à 500, 550, j'ai oublié. 550, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont réussir à atteindre avec cette campagne. Donc la chute semble continuer. À confirmer. Bon, Dragon vs Kingdom sur le papier, pourtant, ça allait être assez intéressant. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs dans lequel vous allez incarner tour à tour le dragon et aussi les villages qui cherchent à s'en protéger. Mais c'est-à-dire que tous les joueurs autour de la table vont incarner le dragon et les villageois à tour de rôle. Et en fait, vous allez avoir des points qui vont être différents pour votre phase villageois et votre phase dragon. Et celui qui aura le plus gagné de points au final cumulé l'emportera. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez intéressant. Il y a un côté, c'est même pas du semi-coop, c'est du 1 contre tous, mais chacun son tour, au cours d'une même partie. Et du coup, je trouve ça assez original. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça assez intéressant sur le papier, à confirmer. C'est pour 8 ans et plus, 20 à 30 minutes. Et donc on va évoluer sur différentes maps avec des villages qui vont venir grossir au fur et à mesure que les joueurs représentant les villageois à tour de rôle installent des équipements, des tours de guet, etc. pour mieux défendre la région face à un dragon beaucoup plus puissant qui aura des points de vie bien sûr, qui va chercher à tout cramer sur son passage. Voilà, donc assez intéressant sur le papier. Est-ce que dans les faits, sur la table, ce sera suffisamment convaincant pour donner une seconde vie à cette campagne qui pour l'instant démarre pas vraiment en trombe, hein. À voir, pour l'instant en tout cas ça démarre très tranquillement quoi, hein. 170 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne qui pour le coup hein, est quand même financé puisqu'il s'agit, je le rappelle, d'un print and play. On enchaîne avec Draconis 8 TCG, 61 000 € d'engrangés, 650 contributeurs au moment où je m'enregistre, donc 19 jours avant la fin de la campagne. C'est quasiment un score qui pourrait figurer en réalité dans les plats principaux
de la semaine, mais vous le savez, je ne suis pas du tout expert de TCG, pour le coup, donc les jeux de cartes à collectionner, même si là, c'est pas véritablement un TCG conventionnel, puisqu'en fait, c'est un jeu qui vient mélanger l'esprit des jeux de cartes à collectionner avec un jeu de plateau. Et ça, éventuellement, ça vous rappellera peut-être quelque chose pour ceux qui fréquentent Kickstarter depuis au moins 2-3 ans, ça vous rappellera peut-être un jeu français. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Dites-le moi en commentaire, je ne dis pas le nom tout de suite, on verra. Il y avait un jeu français qui proposait quelque chose de relativement similaire, qui a connu une très belle campagne et qui va bientôt revenir sur Kickstarter pour une suite. Voilà, j'ai quand même égrené quelques petits indices de ci de là. Vous me direz en commentaire si vous savez de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, Draconis 8, pour l'instant donc 650 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, une DA plutôt très classe, très clean, mais est-ce que ce serait pas un petit peu fait par IA? J'ai pas checké, j'aurais dû. Est-ce qu'il y a un truc éventuellement? Utilisation de l'IA, on va aller checker. Ok, c'est réalisé par des artistes humains, mais qui utilisent des outils d'intelligence artificielle. Donc en gros, ils utilisent l'IA... ah non, même pas. L'artiste fait un croquis à la main, et ensuite cette image est utilisée comme un prompt pour générer de nouvelles idées via une IA. Alors, du coup, le chemin contraire est souvent utilisé, mais dans ce sens-là, je trouve ça assez particulier, assez original. Bon, du coup, il y a quand même un mélange de compétences entre l'IA et le robot, on va dire. Bon, sachez-le, Draconis 8, c'est pas fait tout à fait 100% par des humains. Quoi qu'il en soit, on a donc des cartes, bon c'est très Epic Fantasy comme on a souvent l'habitude de le voir, avec du placement de cartes. Vous voyez que les cartes ont des statistiques un petit peu sur tous les côtés, en haut, à droite, en bas, à gauche, voilà, partout, des compétences offensives, défensives, de combat à distance ou rapproché, etc. Et on va les placer sur un plateau central pour ensuite essayer de prendre le dessus sur son adversaire. Voilà, on voit ici ce à quoi ça peut ressembler sur le papier que ce plateau. Bien sûr, comme il s'agit quand même d'un TCG malgré tout, il y aura bien sûr des packs de cartes supplémentaires pour aller faire cracher des bifetons à tous les amateurs de jeux de cartes à collectionner. C'est un petit peu le principe. Au début, c'est pas trop cher, mais si vraiment on s'attache au jeu, ça peut potentiellement le devenir très très rapidement cher. Hein, va pouvoir potentiellement se délester d'un rein et du gros orteil, ou d'hypothéquer sa baraque et les enfants qui vont dedans pour pouvoir éventuellement parfaire sa collection. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu les pledge tiers, voilà, ici un peu plus haut, les niveaux de pledge. On a un pledge de base à 25$ qui donne accès à une boîte de starter plus un gold pack quand même, ainsi que des bêtas pour l'application, puisque vous pourrez également jouer à Draconis 8 via une application, que ce soit sur l'App Store ou sur Google Play. Ensuite, vous aurez un pledge à 50$ qui vous donne accès à 2 starter sets, plus des sacs avec des petites billes qui apparemment seront utilisées pour le gameplay, 10 applis que vous pourrez distribuer à droite à gauche, des packs également, ensuite un drafter tier à 129, où là vous aurez encore une fois 2 sets de base, plus ensuite des display box, donc 24 packs de cartes supplémentaires, hein, ça reste un TCG, des gold packs dans tous les sens, et même un dragon gold pack, c'est encore mieux, des billes, etc. Bref, il y a des pledges à 350$, il y a des pledges à 599$, etc., etc. On peut très rapidement monter, comme c'est très souvent le cas de toute façon pour les TCG. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Il y a quelques éléments plus détaillés de gameplay sur le placement des cartes, sur le placement des petites billes plates qui vont être placées sur les cartes en fonction des différents emplacements qui s'y trouvent, sur la vitesse, la capacité de défense, d'attaque, etc., etc. Donc voilà, des compétences asymétriques, des factions en tout genre, et un jeu qui, s'il marche bien, va potentiellement s'enrichir de nouvelles extensions au fur et à mesure que le temps passe. Voilà donc pour Draconis 8, 650 contributeurs, 60 000€ d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Shape Invaders qui s'accompagne cette fois-ci d'un contour de table, potentiellement encore plus de délexification, un tapis, etc. Tout ça pour un jeu de pichenette. Un jeu de pichenette deluxifié à outrance quand même. Hein. C'est le deuxième projet de Camden Games. Quel était leur premier? J'ai oublié.
c'était Asteroid Dice, qui était déjà un jeu de flick, de pichenette, mais avec des dés. Et c'est vrai que visuellement, en termes de matos, il était plutôt classe. Je me souviens d'en avoir parlé sur le menu crowdfunding à l'époque. Et donc ils remettent le couvert avec encore un jeu de pichenette, Shape Invaders, qui pour l'instant a recueilli 512 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne. Et vous allez voir, on est sur un jeu de pichenette, mais plutôt classe, avec des petits éléments qui visuellement, tactilement, ont l'air d'être très très cool. Et en plus, on a la possibilité de rajouter soit un contour de table, soit carrément une sorte de repas de table sur une table, en fait, quoi, en gros. Vous allez monter cet élément qui ressemble à une sorte de petite table sur votre table principale pour pouvoir ensuite jouer à Shape Invaders, sachant que là c'est la version deluxifiée à outrance, hein. Vous avez même les reposes gobelets pour ceux qui voudraient boire en même temps, vous aurez des LED, des lights pour éclairer votre partie, vous aurez un tapis de jeu de Shape Invaders, etc. Donc bon, on peut deluxifier très très fort un jeu qui au final n'est qu'un jeu de pichenette. Je pense que c'est aussi pour ça que ça marche pas si fort que ça, parce que bon, pour un jeu de ce type là, la deluxification à outrance est-elle véritablement aussi nécessaire? Bon, elle est jamais vraiment nécessaire la deluxification, mais bon, pour un jeu de ce type là, aussi léger, ça se ressent encore plus, je pense. Pour un truc qui au final est un jeu inspiré clairement, on le voit derrière, ne serait-ce que par la boîte, par les bornes d'arcade que l'on connaissait dans les années 80-90, disons, début 2000 même éventuellement, avec donc ces petits vaisseaux qui vont attaquer notre vaisseau à nous, notre vaisseau représentant de la Terre qui cherche à se débarrasser de vilains aliens qui viennent nous perforer le fondement. Donc oui, le how to play très brièvement, on va viser, on va faire des pichenettes et on va éliminer les vaisseaux adverses qui vont être expulsés de la table. Voilà, c'est tout con et c'est à peu près tout. Et la campagne est plutôt bien habillée, plutôt bien foutue visuellement parlant pour expliquer comment ça marche, etc. Pour ce qui est fondamentalement un jeu de pichenettes à élimination. Bon, je suis pas hyper convaincu. Ça me met pas la tulipe à 90 degrés, vous voyez ce que je vais dire. Mais bon, je suis persuadé que le jeu saura trouver son public. D'ailleurs, on l'a vu, hein, plus de 600 contributeurs, je crois. C'est quand même loin d'être ridicule. Donc après tout, pourquoi pas. Et donc on aura plusieurs niveaux pour ajouter donc, des éléments sur une table, comme une sorte de truc de drap qui va recueillir les pièces qui tombent de la table. On peut avoir des options supplémentaires pour ajouter des lampes UV pour ajouter un petit côté encore plus impressionnant en termes de présence sur table. On peut enregistrer ces parties pour les publier sur les réseaux sociaux. Qui va regarder des parties de jeux de pichenette? Je suis pas sûr. Je pense que le projet est un peu trop ambitieux pour le type de jeu qu'il représente. Voilà donc pour ce qui est de Shape Invaders, j'ai même pas pris le temps de vous montrer les niveaux de pledge. Bon, je pense que ça va pas attirer grand monde. France est quand même 7 contributeurs malgré tout. Vous me direz si vous en faites partie. Voilà donc pour Shape Invaders, 500 contributeurs, pardon, 66 000 € d'engrangés. Je disais pardon parce que j'en ai dit 600 tout à l'heure, en fait c'est 500. 20 jours avant la fin de la campagne. On a l'habitude de voir des jeux de construction de chemin de fer où on va chercher à s'étendre de plus en plus, à établir des gares, des lignes, etc. pour en gagner encore plus de thunes, pour acheter des actions de la société en question, etc. Et pourtant, visiblement, les gens qui apprécient les jeux de cette niche-là, on va dire, s'en lassent pas, puisque on en a fréquemment des jeux de cet aspect-là du monde ludique qui ressortent très fréquemment sur Kickstarter et compagnie. Souvent des jeux en 1800 quelque chose, enfin 18XX par exemple. Là, pour le coup, c'est Mini Rails, Road to Eltenburg. Bon, ceci dit, il marche pas très bien lui pour le coup, hein. 80 contributeurs, alors qu'il s'agit d'un éditeur relativement connu, hein, Moyadeas, dont c'est le 9e projet sur Kickstarter. C'est un éditeur qui nous vient de Taïwan. Bonjour à Anto, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes. Moyadeas, qui auparavant a déjà proposé des jeux tels que Mini Express, Jiangnan, qu'est-ce qu'on avait encore qui avait bien marché, Cargo Empire, Etaria, il y avait quoi encore? Etaria, puis ouais, ça aussi, ça n'avait pas super bien marché. Et pour le coup, là, Mini Rails, ben, ça marche pas beaucoup mieux que ça en réalité, hein. Pourtant, c'est un jeu qui avait fait apparemment bonne figure lors des UK Game Expo en 2018, ça remonte quand même il y a 6 ans, et enfin il sort sur Kickstarter. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour des parties de 20 à 40 minutes, c'est pour 7 ans et plus, donc un jeu très accessible, où l'on va donc créer, développer de plus en plus la société de chemin de fer,
avec une direction artistique vraiment très choupi. On voit qu'il y a des petits cheveux, des petits canards, des petits lapins de ci de là. C'est tout mignon. C'est vraiment un jeu d'entrée de gamme dans ces jeux de construction de chemin de fer, de lignes de chemin de fer, de train, etc. Donc peut-être une bonne porte d'entrée dans ce type de jeu qui est souvent assez aride visuellement parlant, hein, et parfois pas forcément très attirant pour des gens qui connaissent pas encore vraiment ce type de jeu là. Là, ça peut être une entrée de gamme assez sympa, ma foi, donc bon, à tester. Ça coûte 35$ pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Voilà pour Mini Rails Road to Altenburg, 81 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne. Enchaînons maintenant avec un petit détour du côté de chez GameFound pour parler de Cappy Battle, avec des petits capybaras tout mignons qui vont jouer sur du contrôle de territoire, entre autres, et pour une campagne de Creative Jam Games qui, me semble-t-il, est un primo-éditeur. Oui, à moins qu'ils aient fait une campagne sur Kickstarter dont j'ignore l'existence. Primo-éditeur sur GameFound qui plus est, pour un jeu qui n'est pas énorme et avec du kilo plastique. 73 contributeurs, c'est quand même pas mal pour une première campagne, première semaine, 21 jours avant la fin de cette dernière, ma foi, j'ai envie de dire, ça commence plutôt pas mal. Et donc je vous l'ai dit, Cappy Battle, c'est un jeu de contrôle de territoire, dans un monde de fantasy peuplé de capybaras, c'est pour 2 joueurs exclusivement, et pour des parties très courtes, 20 minutes approximativement, donc un jeu très facile à sortir, et relativement accessible également en termes de règles. C'est tout mignon, ça peut là encore être une sorte d'approche de jeu de contrôle de territoire pour ceux qui seraient un petit peu moins expérimentés en la matière, avec en plus de ça une thématique et une DA relativement choupi. Ma foi, pourquoi pas? Je suis pas le cœur de cible très clairement, mais ceci dit, vous prenez pas un énorme risque non plus, parce que le pledge de base est quand même à 20€, c'est quand même un jeu très abordable, et en plus de ça, je crois que c'est le seul pledge, oui c'est ça, c'est le seul pledge de cette campagne à 20€. Bon, après il faut voir avec le shipping, parce qu'effectivement, si le shipping est aussi cher que le jeu lui-même, bon, pour la Belgique et la France par exemple c'est 11€, ça vous fait un jeu à 30€, bon, pourquoi pas, ça peut être un petit jeu à 2 joueurs tranquillement, très court, très facile à sortir, qui introduit un petit peu des mécanismes de contrôle de territoire, pourquoi pas. Voilà donc pour Cappy Battle, 373 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. Ma tête est sur le bio, je vais y passer, parce que la semaine dernière j'ai oublié de parler de Bastille, qu'on a pourtant couvert en vidéo, Xavier et moi-même, récemment sur notre chaîne. Donc je vous renvoie à notre vidéo de review sur Bastille, qui est actuellement en cours de campagne sur Ulule, depuis plus d'une semaine, et je l'ai raté la semaine dernière. Bref, pour l'instant la campagne marchouille, c'est pas mal, 90 contributeurs environ, 20 jours avant la fin de la campagne, c'est le premier projet, je crois, de Chapeau Édition, pour un jeu de gestion de main, de set collection on pourrait dire également, pour des parties d'environ 15 minutes, pour 10 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, et qui en plus de ça utilise un petit peu une période historique fondamentale, vraiment au cœur du développement de notre belle nation, qui est donc la Révolution française. Pas la terreur, attention, juste la Révolution qui donc précédait la terreur. Même si on retrouve des personnages qui sont bien sûr transversaux, on va dire, sur ces deux périodes. Et donc, pour le reste, bien évidemment, je vous laisse simplement aller revoir, enfin voir ou revoir notre vidéo de review pour voir ce qu'on en pense, pourquoi j'ai mis un L au milieu, ce qu'on en pense, sans forcément m'attarder trop longtemps sur ce segment de la vidéo, parce qu'on en a déjà parlé. D'ailleurs, on a quelques petites citations ici, à propos du jeu. Bon, après, là, par exemple, moi, je suis cité, si on retrouve l'histoire de France, c'est peut-être pas forcément le segment que j'aurais choisi, parce que ça vend pas du tout le jeu, du coup. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, ça, ouais, des choix cornéliens, rapide à jouer, dynamique et nerveux, ça, c'est une bonne citation qui donne envie d'essayer le jeu. D'ailleurs, vous retrouverez notre vidéo ici, donc la vidéo qu'on a produite pour Bastille. Ça a été également couvert par Un Monde de Jeu, ou encore par Dans l'Antre du Lutin par exemple, Rosalian dont je ne connaissais pas la chaîne, ou encore Anubis, pareil, très peu d'abonnés pour l'instant, donc allez voir un petit peu les vidéos de tout le monde, c'est l'occasion de découvrir éventuellement de nouveaux créateurs de contenu. Voilà donc pour ce qui est de Bastille, actuellement en campagne sur Ulule, avec un jeu qui de base coûte 15€, voilà, quand même très abordable également.
On enchaîne avec Delivery Witches, on est de retour sur Kickstarter, donc les scores sont un peu plus conséquents aussi. 540 contributeurs, 22 jours avant la fin de la campagne pour Delivery Witches, qui est donc déjà largement financé. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, donc encore une fois un jeu très accessible, hein. C'est la semaine des jeux plutôt faciles à sortir, plutôt simples à expliquer également, et pour des parties de 60 minutes environ. Et donc dans ce jeu de Delivery Witches, comme son nom l'indique, on va faire du pick-up and deliver. On va choper des trucs à un point A et on va les emmener à un point B, voire à un point C, avant de choper d'autres trucs, et ainsi de suite. Et donc, comme on reprend des petites sorcières, bien sûr, on va être là pour aider un petit peu les villages alentours à se développer, à soigner des malades ou je ne sais quoi encore. C'est en plus accompagné d'une direction artistique, ma foi, plutôt charmante. C'est plutôt coloré, dans des tons pastels assez charmants. Ma foi, j'ai envie de dire que visuellement, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas une thématique qui m'attire outre mesure. Le pick-up and deliver, c'est un truc un peu risqué, ça peut être un peu hit or miss, quoi, en gros. Il y a des jeux qui le font très très bien, comme Mistwind, qu'on devrait pas tarder à recevoir, Xavier et moi-même normalement, mais des jeux qui le font un petit peu moins bien également. C'est un pari pas forcément gagné d'avance. En tout cas, c'est le premier projet de Undigital qui nous vient d'Espagne et de Valence plus précisément. Et pour un primo-éditeur, j'ai envie de dire que bon, 540 backers en moins d'une semaine, c'est plutôt un très bon départ. Et juste pour ce qui est des pledges, rapidement, vous avez un pledge de base à 40 €, avec donc le jeu de base, plus les stretch goals. Vous avez un pledge deluxe à 65 € qui vient upgrader un petit peu les meeples que l'on voit ici. Également d'autres composants un petit peu deluxifiés, et puis un lore book, donc un petit livret avec plein d'artwork qui présente le jeu Delivery Witches en plus de détails. Il y a aussi un pledge collectors qui vient acheter des petites figurines du jeu qui ont l'air d'être plutôt clean d'ailleurs, mais bon, c'est quand même assez cher derrière, hein. Voilà pour le how to play, etc. La campagne est quand même plutôt bien présentée. Bon, il y a certaines parties de matériel effectivement comme cette huile là qui font effectivement très amateur, mais bon, il y a peut-être un petit potentiel quelque part à déceler sur cette première campagne de Undigital pour Delivery Witches. 539 contributeurs, 22 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci en revanche, il s'est un petit peu pris une météorite sur le coin de la tronche. Il s'agit de Diamonds and Dinosaurs, 54 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. Ma foi, c'est un début un petit peu complexe. Là, pour l'instant, bon, il faut pas se prendre parce que la corde est gratuite non plus, mais ça commence pas super bien. Bon, ceci dit, le seuil de financement est à peu près accessible quand même. 11 000 € ça peut se faire, mais très honnêtement, quand vous finissez la première semaine de campagne à même pas 30% du seuil de financement, c'est que ça sent le sapin. Ça sent peut-être même plus la cagette que le sapin. Ça sent déjà même la sueur, c'est pour vous dire. Donc Diamonds and Dinosaurs, ça sert pas à grand chose de le présenter parce qu'a priori ça va galérer. C'est pour 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes. Et donc vous allez incarner des aventuriers qui sont dans une jungle peuplée de dinosaures en tout genre et qui vont chercher des diamants, mais qui vont aussi chercher à ne pas se faire becqueter la tronche. Voilà, pour le reste, ma foi, j'ai envie de dire que la DA est plutôt charmante. Le matériel a l'air d'être relativement clean. Bon, c'est pas non plus époustouflant, mais bon, ça a l'air d'être relativement acceptable. 35 $ pour le pledge de base, 55 pour choper 2 copies, donc quand même une petite ristourne assez conséquente. Il y a même une Collector's Edition à 150 boules pour avoir une boîte un petit peu plus classe. Bon, ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de dire sur le papier, mais pour l'instant, ça ne prend pas. 54 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne pour Diamonds and Dinosaurs. Il fallait bien que ça arrive aux jeux de société également. Les jeux de simulation, de rencontres et de petites amourettes fleurs bleues sont arrivés maintenant en jeu de société. C'est peut-être pas le premier, mais c'est le premier que je vois passer ou dont je me souviens à défaut sur Kickstarter. Donc Work of Heart, un jeu de simulation de romance qui est conçu par Chris Drums Media Eli, premier projet donc de cet américain qui vous propose donc ce simulateur de rencontre, de séduction qu'on voit parfois, enfin qu'on voit même souvent j'ai l'impression en jeu vidéo et qui débarque un peu maintenant aussi sur la sphère des jeux de plateau. C'est pour 16 ans et plus de par sa thématique. Peut-être qu'il y a des trucs un petit peu plus olé olé, je ne sais pas.
30 à 45 minutes la partie, 2 à 4 joueurs. Pour l'instant, 340 backers, 26 jours avant la fin de la campagne. Bon, on n'est pas encore arrivé au seuil de financement qui est de 32 000 € approximativement, mais bon, ça devrait pouvoir se faire. On flirte avec les... Bon, jeu de mots pas volontaire. On flirte avec les 80-85% de financement, donc à mon avis, c'est quand même assez jouable. Et c'est bien évidemment inspiré par tous ces jeux de simulation, de romance, de séduction, avec des personnages qui font un petit peu plus cartoon que manga d'ailleurs, avec une sorte de village dans lequel on va évoluer, on va se déplacer, il y aura des points d'intérêt qui vont déclencher telle ou telle chose, des rencontres, des événements, et on va essayer de séduire différents personnages. Bon, en plus de ça, visuellement, ça vend pas du rêve non plus, hein, c'est pas particulièrement joli, donc je pense que les 300 backers sont vraiment là pour essayer de retrouver quelque chose qui se rapproche de certains jeux de séduction que l'on peut parfois voir en jeu vidéo. Moi, j'avoue que je suis pas du tout le cœur de cible, mais bon, après tout, vous me direz, il en faut pour tout le monde. Peut-être que c'est un genre de jeu qui va se développer à l'avenir. J'ai l'impression, j'ai cru comprendre que les jeunes, oui, parce que je dis ça, je ne suis plus jeune, les jeunes prennent une certaine distance avec ces applis récemment, donc elles auront vécu finalement pas si longtemps, si vraiment ça se confirme à l'avenir. Par contre, ils aiment peut-être bien l'expérience reproduite en jeu de société ou en jeu vidéo. Parce qu'il y a pas mal de jeux vidéo sur le sujet, donc j'imagine que c'est parce que ça marche, alors que j'ai cru comprendre que les chiffres des applications de rencontres, eux, étaient un petit peu en berne, voire en baisse. Alors, est-ce que j'ai vu le prix? J'ai pas aperçu le prix quand je descendais tout à l'heure, donc on va checker directement ici, ça sera plus rapide. C'est 50 $, donc 46 € pour la boîte de Work of Heart. Il y a un pledge à 59 également. Ah, c'est Get the Game Cheaper, donc c'est un early bird, il en reste 6. Il en reste 6. Ensuite, il faudra payer 59 pour ceux qui auront raté le early bird. Il y a aussi manière de prendre des pledges groupés pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Voilà donc pour Work of Heart, 339 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On repasse par Ulule pour la deuxième fois de la journée pour parler très brièvement de Track Attack, qui pour l'instant est à 55 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, qui s'est lancé il y a 3 jours au moment où je m'enregistre, et il s'agit d'un jeu de cartes inspiré du roller derby, qui pourtant est pas quelque chose de très populaire en France, si mes souvenirs sont bons, à moins que ce ne soit devenu populaire dans les 10 dernières années où j'étais pas là. Mais ouais, ça m'étonne un petit peu. Donc c'est pour 2 joueurs apparemment, et pour le reste, comme à l'accoutumée, quand il y a campagne sur Ulule, bien sûr tout est en français, vous pouvez tout lire par vous-même, vous n'avez pas tellement besoin de moi, donc je vous laisse directement aller checker la description de cette vidéo dans laquelle vous trouverez tous les liens de chaque campagne mentionnée cette semaine, y compris donc Track Attack, et vous découvrirez un petit peu de quoi il s'agit, avec un jeu d'action, de duel explosif, rempli de stratégie et de fun, avec essentiellement des cartes, donc je pense qu'on est essentiellement sur de la gestion de main et du placement de main, avec une sorte de timing à gérer de manière optimale, quoi, en gros. Track Attack, c'est actuellement sur Ulule, 51 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. Attention, petit all need pour objet ludique non identifié, et il s'agit de Echo of the Predator, 111 contributeurs pour ce projet qui nous vient du Canada, et de Patrick Thomas Mitchell, dont c'est le 49e projet sur Kickstarter. Waouh, ça en fait un paquet, ça en fait même un sacré paquet, et c'était que des trucs avec de l'électronique dedans. D'ailleurs, quasiment pas de jeu là-dedans, hein. C'était essentiellement des trucs électroniques, intéressants, et du coup il a utilisé sa connaissance pour faire un jeu, mais basé sur également des circuits imprimés. On voit ici qu'il y a de l'électronique en bas, hein. C'est un plateau qui est composé en partie seulement, de pistes électroniques, et donc au final c'est un jeu assez particulier, et c'est ce qui en fait un petit peu un all-knee, on va dire, où vous allez en fait devoir essayer de vous échapper d'un prédateur alien qui vous course dans votre vaisseau spatial composé de différents types de pièces, et la technologie du plateau lui-même va faire en sorte que vous aurez une sorte de narration audio apparemment, des sons, etc. pour plus d'immersion. Ma foi, ça peut être assez marrant. Je sais pas du tout comment ça se joue, j'ai pas plongé plus que ça en avant dans la campagne, d'autant plus que il y a, bon, comment dirais-je, c'est pas forcément le type de campagne qu'on a l'habitude de voir pour les jeux de société qui généralement maintenant sont très visuels, qui
montre très brièvement comment se joue le jeu. En 2-3 minutes, on sait à peu près de quoi il retourne. Là, vraiment, non, c'est quand même beaucoup des blocs de texte, quelques petites vidéos, une image qui sert strictement à que dalle. Bon, c'est pas vendeur, mais sur le papier, au moins, il y a un truc intéressant, un mélange de technologie et de jeux de plateau à l'ancienne, qui peut être assez marrant. Le look, lui, est très à l'ancienne aussi. Et ça coûte combien ce bousin? J'ai oublié. Ça coûte 14 euros. C'est vraiment pas cher pour le coup. Empty game board. Just a game board, circuit board, nothing more, nothing less. Ok. No speakers. Ah ouais, 56 euros sans les speakers, donc sans le son quoi en gros. Et 77 euros si vous voulez les speakers aussi intégrés. Donc en gros, pour avoir une vraie version jouable, il faut quand même débourser un petit peu d'argent, ce qui est assez logique vu quand même la technologie intégrée. Bon, c'est pas de l'énorme technologie non plus, mais il y a quand même un savoir-faire derrière, quoi. 111 contributeurs, 9000 euros d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Je serais curieux de voir en commentaire ce que ça pourrait intéresser éventuellement. On repasse sur Kickstarter. Si vous m'entendez prononcer bizarrement des trucs, au-delà de mon manque d'élocution habituelle, c'est aussi parce que là j'ai un petit bonbon pour la gorge, parce que je sens que j'ai une pointe de toux qui commence à venir. J'espère que ça ne va pas s'aggraver demain. Quoi qu'il en soit, Brutus, jeu français cocorico, même si on est sur Kickstarter, et c'est le primo éditeur qui s'appelle Old Games Edition. Assez ironique d'appeler ça Old Games quand on est nouveau dans le milieu, mais pour le coup, marrant. Et donc c'est Barthélemy Matisse qui est derrière ce projet, donc si tu nous regardes Barthélemy, bonjour à toi, ceux qui vont mourir te saluent, puisqu'il s'agit ici d'un jeu de gladiateur. Brutus, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, on voit César, on imagine Brutus, son fils adoptif qui le tue, etc. Non, c'est pas le cas, c'est des gladiateurs pour le coup. Le jeu est disponible en français car le jeu est un jeu français à l'origine, même si sur Kickstarter actuellement. Et la bonne nouvelle du jour, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est que la campagne est ici disponible en français sur la page de Old Games, donc l'éditeur lui-même qui a retranscrit en fait la campagne intégralement en français pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc tout le texte, toutes les illustrations, etc. sont traduites directement en français. Bon là je viens de charger la page, donc les images prennent perpète pour charger, mais en gros vous aurez toutes les informations nécessaires directement en français. Il s'agit essentiellement d'un jeu de gestion de main où chaque tour, enfin chaque début de partie, on va tirer une carte qui sera un peu l'organisateur du tournoi et qui va donc impacter les règles de la partie en cours. Ce qui veut potentiellement dire que d'une partie à l'autre, les règles, peut-être les conditions de victoire, etc., vont être amenés à changer un petit peu. Ensuite, vous allez tirer une main de gladiateurs, qui ne sont pas tous des gladiateurs. On voit un canard, par exemple, enfin une oie plutôt, ici, ce qui est assez marrant. On voit un lion également, donc des gladiateurs plus ou moins puissants. Et on va comment dirais-je, mettre des paris sur nos gladiateurs pour essayer d'imaginer celui qui va l'emporter lors du prochain combat. Peut-être améliorer votre écurie de Lanista, donc de gladiateurs. On aura des pouvoirs de gladiateurs, bien évidemment, eux aussi. Au final, on va affronter donc Brutus, une sorte de gros boss final, quoi, en gros. Voilà, un petit jeu de gestion de main avec du pari, etc. Des éléments de gameplay, enfin des composantes de gameplay qui sont pas vilaines non plus. C'est un primo éditeur, ma foi, j'ai envie de dire, pourquoi pas filer un petit coup de main. Allez voir la vidéo de Ludovox pour en apprendre plus sur le gameplay que ce que je ne pourrais faire, parce que là j'ai vraiment consulté la campagne très brièvement. Je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Vous avez peut-être déjà aperçu d'ailleurs le jeu, parce qu'il était sur le Festival de Cannes cette année apparemment. Il était aussi au Flip de Partenay. Il était même à la Japan Expo apparemment. Voilà en tout cas pour ce qui est de Brutus, le premier projet de Old Games Studio. Je vais voir si la page a chargé entre temps. Oui, voilà. Donc vous avez toutes les illustrations également traduites en français pour avoir un perçu un peu plus précis de ce que propose Brutus. Et d'ailleurs, c'est combien? J'ai pas regardé. C'est 20 € pour la boîte de base. Et ensuite, éventuellement, il y a une extension NSFW, 35 €. Ok. Et le reste, c'est des éditions, enfin des pledges groupés, on va dire, quoi. Donc voilà pour ce qui est de Brutus, qui pour l'instant s'en sort plutôt pas trop mal pour un premier éditeur sur Kickstarter, avec 270 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Continuons de suite avec Spring Sign, qui nous vient de The End Games. Primo éditeur qui nous vient des États-Unis et qui nous propose donc Springside, un petit jeu de semi-coop on pourrait dire, puisque dans ce jeu on va tous ensemble construire un village et essayer de le faire prospérer, mais
il n'y a qu'un seul vainqueur au bout. 128 contributeurs, 12 700 € d'engrangés sur 16 500 nécessaires, donc on n'est pas si loin du seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire dans les 2-3 jours à venir je pense, d'autant plus qu'il en reste 27 avant la fin de la campagne, c'est un jeu qui va financer normalement, je pense pas qu'on annule parce que ça marche pas assez fort, pas assez vite, etc. C'est un primo éditeur, c'est normal, ça va passer. Et donc c'est pour 1 à 6 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes, c'est 45 $ le pledge de base, et bon ça présente pas... super bien visuellement parlant, hein. C'est vrai que là ça fait très amateur au niveau de la qualité des composants, de la DA de manière générale, ça fait très amateur, mais ça a justement un petit peu ce charme là des projets Kickstarter à l'ancienne qui avaient vraiment besoin de Kickstarter pour se lancer. Bon, pourquoi pas, ça a son petit charme. Ça m'attire pas outre mesure, mais le côté semi-coop, on va bâtir un village tous ensemble pour espérer de le faire prospérer, mais au final il n'y en a qu'un seul qui va l'emporter, j'aime bien sur le principe. On a donc un pledge de base à 45 $, on a un pledge deluxifié qui va transformer les éléments de carton en éléments de bois pour 75 $, et au-delà de ça, ça va aussi ajouter un insert, et ça c'est quand même un peu cool pour ce qui est du rangement et de l'installation également d'ailleurs du jeu. On a aussi un pledge World Builder, mais là ça va juste être un pledge de mécénat où notre nom peut-être va être mentionné de ci de là dans le jeu, quoi, en gros. Voilà donc pour ce qui est de Spring Sign, un petit projet qui est pas vilain, qui fait très amateur, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, pardon, qui ma foi a son petit charme et qui a ce petit aspect semi-coop qui peut toujours être assez intéressant si c'est bien fait. 128 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci j'aurais aimé, j'aurais même peut-être dû l'inclure dans les plats principaux de la semaine parce que c'est quand même Ankama. Ankama, bon bah vous connaissez certainement, c'est un éditeur français derrière lequel on retrouve des jeux comme Draftosaurus, comme Arceus, comme Tales of Glory entre autres. Et donc ils s'en sont à un nouveau projet sur GameFound intitulé Rumble Planet. Alors on voit ici le drapeau américain et le drapeau anglais, mais rassurez-vous, il y aura bel et bien du français, c'était écrit voilà, ici. Le jeu sera disponible en anglais et en français, ça fait plaisir. Et donc il passe par GameFound et non pas par Kickstarter pour ce nouveau projet qui est Rumble Planet, dont j'ai strictement pas du tout entendu parler. Ça m'étonne un peu. Sur les différentes plateformes de communauté des ludistes, de communauté Kickstarter, etc. sur Facebook, j'ai rien vu concernant Rumble Planet. J'imagine qu'il y a des lieux où ils ont été un peu plus actifs en termes de communication, mais franchement, je ne m'attendais pas à voir cette campagne débarquer et à ne pas voir de commentaires à son propos, enfin pas plus que ça en tout cas. Je suis assez étonné. Mais bon, pour l'instant, ceci dit, que donne cette campagne? Bah, ma foi, c'est pas trop mal en réalité. Pour du GameFound, 350 backers à la fin de la première semaine, c'est pas mal, même si le nom d'Ankama pourrait faire un peu plus que ça à mon avis. Il reste 28 jours avant la fin de la campagne pour espérer taper les 65 000 € qui sont donc l'objectif de financement. On est pour l'instant à 43 000, donc on est à 70% approximativement du seuil de financement. C'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 1 heure environ. C'est pour 14 ans et plus. On est sur un jeu asymétrique et compétitif avec, vous l'avez vu, différents niveaux, différents étages sur le plateau dans lequel on va être amené à évoluer, à choper des items pour améliorer notre personnage, nos performances, notre destructivité. Oui, ça n'existe pas, mais j'invente des concepts, c'est comme ça. Et je me dis à l'instant, j'y ai pas pensé tout à l'heure quand j'ai préparé l'émission, mais je me dis à l'instant que comme c'est un jeu français, il y a moyen que, peut-être, ouais, il y a moyen que tout soit en français. Et ça c'est cool, parce que comme du coup, ils sont français, à mon avis, c'est pas généré par IA, je pense que c'est directement réalisé par l'équipe de Ankama, en tout cas j'ose l'espérer. Bon, on va remettre en anglais par défaut, mais genre si je traduis en italien, ça marche aussi. Non, ça repasse en anglais. Donc oui, c'est bien eux qui se sont occupés du coup de l'anglais. Bon, par habitude, je repasse sur de l'anglais, mais donc oui, vous aurez bel et bien la campagne disponible en français directement sur GameFound. Donc ça aussi, pour ce qui est de choper des informations, c'est quand même bien plus pratique. Pour le reste, ça a un aspect, on va dire, de combat d'arène, mais avec différents étages.
avec des moyens d'upgrader un petit peu vos personnages au fur et à mesure. L'ADA est pas vilaine, il y a des jolies petites miniatures de ces deux-là. Bon, ma foi, pourquoi pas. Sur le principe, ça peut être relativement attirant. Je suis pas le cœur de cible, clairement c'est pas pour moi, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Le pledge de base est à 65 euros. Et ensuite, vous avez un pledge à 95, qui est donc le Gameplay All-In, qui vient ajouter des extensions, j'imagine. Regardons. On voit ici, c'est quoi ça? Le Boss Expansion. Donc oui, une extension Boss, du coup, qui vient ajouter des miniatures, des tuiles supplémentaires, un plateau supplémentaire, des tuiles, etc. Ensuite, on a des micro-extensions, Winds of Anarchy, Fortune's Fury, donc des micro-extensions qui viennent ajouter un petit peu de gameplay supplémentaire. Voilà ma foi, tout ce que je peux vous dire concernant Rumble Planet. Je suis aussi un petit peu étonné qu'il n'y ait pas plus de vidéos en français. Alors il y en a un petit peu, on voit ici les joueurs du dimanche par exemple qui en parlent, mais il n'y a pas grand chose, hein, même dans les différents créateurs de contenu habituellement dans la sphère francophone qui sont assez populaires, ben, on voit rien de spécial. Donc je suis assez étonné devant le manque de couverture médiatique de Rumble Planet qui aurait à mon avis pu faire beaucoup mieux que ça. 360 backers, 44 000 euros d'engrangés, 28 jours avant la fin de la campagne. On reste sur GameFound cette fois-ci pour parler de Terra Eterna, qui est le premier jeu de William Chong. D'où vient-il? Quel est le nom de l'éditeur lui-même? Je ne sais pas. On a juste le nom du gars qui est derrière Terra Eterna. Et Terra Eterna, bon, on reprend les poncifs habituels de l'Epic Fantasy avec un jeu d'exploration, avec différents personnages qui vont être amenés à évoluer. Il y aura du deck building, il y aura de l'exploration, il y aura également un mode campagne, ce sera en coopératif, il y aura de la narration, bref, il y a tous les mots-clés habituels. Pour l'instant, on est à 135 backers. Il faudra espérer 25 000 $ australiens, on en a à peu près la moitié pour l'instant, c'est un poil léger. Il reste 34 jours avant la fin de la campagne pour espérer peut-être aller chercher les backers qui nous manquent. C'est pour 1 à 4 joueurs, 75 minutes la partie, 14 ans et plus. Ça présente ma foi pas mal, visuellement parlant. Bon, c'est très très loin de certains standards qu'on a pu voir ces dernières années, comme pour des jeux comme je sais pas, Euthia par exemple. Mais bon, visuellement parlant, c'est pas plus moche qu'un Mage Knight qui est un peu mal vieilli. Ouais, sacrilège. Je sais que là, il y en a qui sont en train de me lancer des pierres, mais en même temps, je suis derrière un écran. Donc là, vous ne faites qu'abîmer votre PC. Moi, je m'en fous. Pas votre PC, votre télé, je ne sais pas comment vous me regardez. D'ailleurs, votre smartphone peut-être même. Dites-moi comment vous me regardez. Sur grand écran dans votre salon, je serai flatté. Sur votre téléphone, sur les chiottes, moins flatté. Mais en même temps, je vous accompagne dans un moment un petit peu d'intimité, et quelque part, c'est une fierté aussi, quelque part, hein, vous voyez. Ou pas quand même, non. Si vous êtes en train de pousser, arrêtez tout de suite, c'est très gênant, c'est très très gênant. Quoi qu'il en soit, qu'y a-t-il dans la boîte de Terra Eterna? On a max de standees en acrylique, quand même pas mal, quand même plutôt classe. Ensuite, max de cartes dans tous les sens, puisqu'il y a cet aspect de deck building assez important, avec différentes classes que l'on pourra incarner, on pourra mix-match certaines classes pour améliorer notre personnage. On aura des bounty, donc des cartes de... comment dirais-je, de quête, on va dire, de mise à prix, de tête mise à prix également. On aura des cartes d'événements qui vont venir impacter le cours de la partie, etc. Ma foi, sur le papier, ça a l'air d'être un, comment dirais-je, un lane crawler relativement classique. Je ne sais pas exactement ce qui vient le différencier de tous ces, comment dirais-je, de tous ces compétiteurs dans cette catégorie-là. Mais je ne suis pas un très très grand connaisseur en la matière. 69 $ australiens, c'est le prix du pledge de base. Le truc, c'est que les dollars australiens ne sont pas retranscrits en euros. Donc je sais pas très bien à quoi ça correspond. Je connais pas le taux de change pour le dollar canadien, australien, pardon. Mais ça doit être, je sais pas, quelque chose de 40-45 euros, je pense, quelque chose comme ça, pour Terra Eterna. 135 backers, 34 jours avant la fin de la campagne pour Terra Eterna sur GameFound. Dernière entrée de la semaine, on revient sur Ulule pour parler brièvement de Heat Parade. Jouez, apprenez, bâtissez un monde plus durable. Il s'agit d'un jeu coopératif et pédagogique dans lequel vous allez construire et rénover des bâtiments durables résilients au changement climatique. Bon, là c'est très orienté, c'est pas forcément quelque chose qui va donner envie à tout le monde, c'est sûr, mais bon, c'est nouveau, c'est sur Ulule, donc je me dois d'en parler un petit peu. 72 contributions pour l'instant, le projet est financé 35 jours avant la fin de la campagne qui a débuté la semaine dernière, mais je m'en étais tout simplement pas aperçu, donc avec un petit peu de retard, j'en parle. Mais heureusement sur Ulule, les campagnes sont souvent très très longues, donc c'est moins grave. Et c'est un jeu qui nous vient de Chambéry. Alors pour le reste,
visuellement parlant, c'est très amateur, hein, clairement. On voit que la DA n'a pas été bossée à fond, il n'y a peut-être pas les moyens pour non plus. Ça a ce petit charme des jeux un petit peu en amateur, pas très professionnalisé. Ça a un charme, ça a un vrai charme, il n'y aura pas beaucoup de copies, donc après tout, c'est aussi un petit objet de collection, on va dire. Mais c'est vrai que bon, ça m'attire pas outre mesure de mon côté. Mais bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez de ce jeu conçu par Romain. Romain comment? Je ne sais pas, mais Romain et Charline, qui sont donc derrière le projet de Hit Parade, auquel on souhaite tout le succès possible. 72 contributions, 35 jours avant la fin de la campagne. Premier plat principal de la semaine, il s'agit de Harakiri Blades of Honor, qui est un reprint, donc une réimpression du jeu de base, plus une nouvelle extension intitulée Souls of Yomi. Et ma foi, c'est un projet qui se porte très bien. Il avait déjà fait ses preuves lors de la première campagne de Synergic Games. C'était sur Kickstarter à l'époque, je crois, puisque je ne le vois pas ici. Donc oui, ça devait être sur Kickstarter à l'époque, mais Harakiri avait fait plutôt un bon résultat, et ça se confirme avec cette réimpression plus extension de Harakiri, qui déjà a 1750 backers et plus de 300 000 € d'engrangés, 7 jours avant la fin de cette courte campagne, une semaine et demie à peine pour la campagne, c'est quand même assez court. Et donc c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 80 minutes la partie. On est sur un jeu en campagne, avec un univers japonais, un petit peu fantasy, on va dire, avec des gros monstres, des gros boss, qui font un petit peu penser à des jeux de From Software pour les amateurs de jeux vidéo. C'est coopératif, c'est de l'exploration, de l'aventure, et du gros combat de boss, avec de la campagne narrative, avec une DA vraiment très belle, là-dessus aucun souci, vraiment le jeu est très beau. Bon, il a un aspect un petit peu fantasy mêlée de Japon médiéval qui est assez intéressant, même si c'est assez vu et revu aussi, mais le jeu a un vrai charme. Il y a du kilo plastique, les miniatures sont plutôt classe, c'est pour 1 à 4 joueurs et 81 sessions de jeu pour compléter la campagne apparemment, et c'est pour 14 ans et plus. C'est bien évidemment l'occasion de mettre la main sur le jeu de base pour ceux qui auraient raté la campagne Kickstarter de l'époque, le New Running Pledge, donc le jeu de base, plus l'extension Shinigami, coûte 150 €, pardon, mais avec le concept du stretch pay que l'on a uniquement sur GameFound, ça vous permet de le payer 21,29 par mois pendant du coup 6 mois environ, 6-7 mois peut-être, pour mettre la main sur le pledge New Running Pledge avec jeu de base plus l'extension Shinigami, qui n'est pas l'extension qui est l'objet de cette campagne actuelle. Vous avez le New Kami Pledge. Le New Kami Pledge est à 300 €. Là, c'est quand même un petit peu le PIB du Vietnam. Pour mettre la main sur le jeu de base plus l'extension Shinigami qu'on a mentionné tout à l'heure, mais également sur le nouveau contenu qui est donc l'extension Souls of Yomi. Vous avez aussi un alternative Son Gokong Miniature. Son Gokong, c'est le personnage de Son Goku dont on a parlé très souvent ces dernières semaines avec la sortie du jeu vidéo Black Myth Wukong qui va être hyper beau. Et apparemment il figure dans le jeu alors que c'est pas un personnage japonais à la base mais plutôt chinois. Intéressant. Bref, 299 € ou 42,71 par mois pour mettre la main sur ce Kami Pledge hyper conséquent en termes de contenu. Il y a vraiment masse de contenu. Et encore, c'est pas le dernier. Il y a le New Honor Pledge à 450 € ou 64,14 par mois pour mettre la main sur Blades of Honor plus Jubei's Curse, une extension, l'extension Shinigami qu'on a vu là, Souls of Yomi, donc la nouvelle extension que l'on a présentée très brièvement, l'extension Enma, des cartes d'équipement légendaires supplémentaires, donc quelques petits éléments de deluxification avec les pièces, les dés supplémentaires qui sont très classe, le playmat en néoprène, donc pas mal de deluxification, et la totale en termes de all-in gameplay également. Par contre, pour ceux qui voudraient uniquement la nouvelle campagne, donc l'extension qui sort pour cette campagne, donc Souls of Yomi, plus un update pack gratos, c'est 89 €. Voilà, sachez-le. Un petit aperçu de quelques miniatures du jeu. Bon, c'est vrai qu'elles sont très classe. Bon, il y a vraiment un mélange culture japonais médiévale mélangé à de la fantaisie, parfois pas très japonaise d'ailleurs, hein, pour certains persos. Là par exemple c'est pas très japonais, mais globalement c'est quand même assez joli, ça donne envie d'essayer. Après c'est pas du tout mon type de jeu à la base, hein. Vous savez que les jeux en campagne, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Les jeux de gros combats de boss,
non plus, je n'ai rien contre, mais c'est pas ce qui fait vibrer mon petit cœur de ludiste, on va dire. Mais c'est vrai que visuellement, le jeu envoie du pâté. Enfin, il envoie des sushis, quoi. Et j'ai le droit de le dire, j'habite au Japon. Mais oui, c'est pas un jeu qui, a priori, devrait arriver sur ma table un jour ou l'autre, quoi. Et puis au-delà de ça, un truc qui me fait toujours autant suer sur les campagnes Kickstarter ou GameFound, c'est que la campagne fait 14 pages de long, quoi, en fait. C'est très très chiant. Vous imaginez bien que pour préparer la campagne, même individuellement pour vous, hein, pour consulter une page de campagne quand elle fait autant, quand il y a autant d'informations, c'est juste très très chiant au bout d'un moment. Faites des trucs plus concis, les gars. Les gars, les filles d'ailleurs, on s'en fout. Mais ouais, ça c'est un petit peu relou, même si c'est vrai que mettre en avant la qualité des miniatures, une fois qu'elles sont peintes, etc. Oui, c'est très classe, d'accord, c'est joli, mais c'est chiant quand même à consulter. Alors que là on voit Edmond Honda qui a visiblement subi une malédiction qui l'a transformé en homme crapaud. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette campagne de Harakiri pour la réimpression du jeu, plus l'extension Souls of Yomi par Synergic Games du côté de chez GameFound. On est à 1700 backers, 330 000 € d'engrangés. Ah, quelle déception! Je suis désappointé. Je préférerais bouffer de la poussière que de continuer en vrai. Restart, ça faisait partie, je crois, si mes souvenirs sont bons, des 10 jeux que j'attendais le plus pour l'année 2024 sur KS. Parce que la DA était folle, parce que Age of Rome m'avait bien plu déjà, leur premier projet. Et puis parce que vraiment le concept de Restart en termes de thématique était vraiment super intriguant, super attirant. Et ça floppe méchamment même. Hein. 400 contributeurs, très honnêtement. En plus, bon, je le dis, hein, comme d'habitude, quand c'est le cas, je le mentionne en règle générale, c'est un jeu qui est affilié à l'agence pour laquelle je travaille, et donc je cherche des partenaires pour faire des localisations au Japon, à l'étranger, etc. C'est pas moi qui représente Restart pour le coup, sauf pour le Japon. Mais oui, prenez quand même ça avec des pincettes. C'est pas un jeu que je me voyais backer moi, mais quand même je pensais que c'est un jeu qui ferait un beau succès. Et là pour le coup 400 contributeurs, honnêtement à la fin de la première semaine, la semaine dernière quand je savais que Restart arrivait, je me suis dit la semaine prochaine, quand je parlerai de Restart, il sera certainement aux alentours de 1500-2000 backers. Eh ben non! Eh ben non! Loin de là, loin de là. Là pour l'instant, on est plutôt sur un départ en triple loup de se piquer, atterrissage sur les gencives. Non là, ils sont pas gérés les gars, ils sont pas gérés. C'est dommage, 400 contributeurs, 30 000 € d'engrangés, c'est donc financé, hein, c'est financé. Pour l'instant, ils ne semblent pas vouloir annuler, et c'est très bien comme ça. Mais à 14 jours à la fin de la campagne, on peut difficilement espérer mieux que 1000 contributeurs, et j'ai envie de dire, et encore. Donc assez décevant pour cette deuxième campagne de Titotum Games, qui est un éditeur grec, qui se trouvait derrière Age of Rome, qui à l'époque m'avait beaucoup attiré. J'avais hésité, j'avais été fébrile, mais finalement j'avais pas baqué, j'avais résisté à la tentation pour ce jeu qui avait quand même attiré 2600 backers environ à l'époque, qui avait eu quand même pas mal de versions différentes, y compris en français. Le jeu était vraiment magnifique visuellement, j'aimais beaucoup la DA, le matos était très clean également, mais ça s'était malheureusement soldé par un résultat. Bon, non, quand même pas si mauvais que ça en réalité. 2600 pour un primo éditeur, quand même très bien. Mais là, par contre, Restart, alors que finalement il était presque plus attendu. Moi, comme je bosse pour l'agence, je peux vous le dire, on a quand même beaucoup de contacts depuis au moins 6 mois, depuis l'annonce du jeu et le reveal, la révélation de la couverture du jeu. On avait beaucoup de contacts d'éditeurs qui étaient intéressés. Et donc, ça aussi, ça faisait un peu monter ma hype perso en me disant vraiment ça va faire un très bon score, et là vraiment pas du tout quoi. Alors faut dire qu'il est un peu surproduit, là vous avez un aperçu de un plateau de joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir un truc comme ça quoi, c'est vrai que c'est un peu surproduit de ce point de vue là. Et peut-être que les gens en attendaient plus en termes de matos justement, parce que si on prend pas la version Deluxe, on se retrouve avec ça, donc juste des cartes posées sur la table. Bon, il n'y a pas de plateau central comme ça, enfin il y a des plateaux centraux, mais ça dépend du module que vous allez choisir. Parce que c'est un jeu à modules. Vous allez avoir 4 modules dans Restart, et en fonction de votre profil de joueur, du groupe qui est avec vous ce jour-là, de la complexité recherchée pour cette partie, vous allez alterner les modules entre eux pour un jeu qui fondamentalement reste un jeu de construction de tableau, on va dire, avec différents mécanismes qui viennent s'ajouter par-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de version française pour Restart. Il y avait des contacts avec 6, 7, 8 éditeurs pour celui-ci. Pour l'instant, ça a été signé pour le hongrois, mais c'est tout pour l'instant, je crois. On verra si dans les semaines à venir, on aura d'autres langues qui vont venir s'ajouter par-dessus.
C'est un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs. Le concept central là-dedans, c'est que vous allez donc sélectionner un des 4 scénarios qui sont des scénarios apocalyptiques, on va dire, des scénarios de grosses pandémies qui mettent fin à la Terre, ou comment dirais-je, un petit peu comme The Son of Man, le film qui était vraiment génial. L'humanité perd sa capacité de procréation, on va dire, sur les choses-là, un module aussi sur le climat qui va être complètement bouleversé, etc. Et donc, on va essayer de ramener l'humanité sur le droit chemin, quoi. En gros, on va essayer de trouver une solution à la situation qui est présentée dans le scénario en question. Et à la fin, il y aura un système de points de victoire pour désigner celui qui l'emportera, qui aura le mieux mené sa barque, on va dire. Donc là-dedans, on va être sur de la gestion de main et de la construction de tableaux, puisque lorsqu'on va jouer une carte de sa main, on va la placer directement sur son tableau personnel que vous voyez ici, ce qui va ajouter des compétences, des actions supplémentaires que l'on pourra jouer au cours de la partie pour espérer encore une fois répondre pour le mieux aux modules que l'on aura sélectionnés. Et je vous l'ai dit, il y aura donc 4 modules. Là on voit une version un petit peu deluxifiée avec un plateau ou un tapis de néoprène pour les cartes, c'est quand même un peu plus classe. Et les scénarios dont je parlais tout à l'heure, il y en avait donc 4. On a le Anomie, avec ici un système où on va essayer de rétablir la justice apparemment et qui nous fournira des points de victoire ainsi. On a le module Extinction où on va devoir coupler des cartes chromosomes pour essayer de bloquer le problème de l'infertilité de la race humaine. On a le module Ocean Realm, où là c'est plutôt l'aspect climatique qui va être mis en avant. Il faudra résoudre ce problème de réchauffement climatique, etc., etc. Et vous voyez que votre plateau individuel va aussi être amené à être modifié en fonction du module que vous allez choisir. Sachant que les modules vont aussi avoir leur, comment dirais-je, leur impact en termes de gameplay, puisque par exemple on voit que Pandémie, il y a quand même pas mal de chance, de facteur chance est assez présent, alors que dans le module, le scénario Anomie, il n'y a aucun facteur chance par contre. Il y a le pledge, enfin pas le pledge, pardon, excusez-moi, le module Extinction qui est le plus équilibré de tous. Normalement c'est 3 points sur 5 pour tout, pour la chance, la stratégie, la complexité et la durée de partie. Et puis vous avez Ocean Realm, donc le format plus climatique, très peu de chance, très stratégique, avec une durée de partie un peu plus conséquente également. Donc sur le papier, le jeu est assez prometteur, il est assez tentant, visuellement il est quand même très clean, très propre, le plateau de joueurs est vraiment extraordinaire, même si c'est peut-être vraiment surproduit pour le coup, mais je suis du coup assez surpris de voir un nombre de backers finalement assez faible. Est-ce que c'est parce que Age of Rome a déçu? J'ai pas joué au jeu, donc je pourrais pas dire quoi que ce soit là-dessus, mais la DA est vraiment très clean, le matos est vraiment très clean également, la promesse en termes de thématique, elle a d'être assez intéressante également, et pourtant ça marche pas des masses. Vous pouvez télécharger le livret de règles en anglais ici pour ceux que ça pourrait être tenté. Il y a aussi une version testable, je crois que c'est sur TTS ou je ne sais quoi, pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a même une vidéo en français, voilà, c'est ici d'ailleurs, par Pug and Play, pour ceux que ça pourrait intéresser, allez checker, il vous en parlera plus en détail du gameplay, plus en détail que je ne pourrais le faire en tout cas. Le TTS il est ici, voilà. Et il y a aussi une extension durant la campagne intitulée Sand and Cables, qui vient rajouter encore un peu plus d'éléments de gameplay supplémentaires. Future Boards, donc un module supplémentaire sur le futur apparemment, avec des miniatures supplémentaires également, des composants supplémentaires aussi. Il y a aussi un module zombie, Apocalypse Zombie, il en fallait forcément une. Cyber Zombies et Dryland, donc une sécheresse globale. Donc de nouveaux modules pour encore plus de gameplay. Voilà, les tier pledge. Alors, les pledges sont à 53€ pour le pledge de base. Donc là, c'est juste le jeu de base avec les plateaux simples, on va dire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, d'effet de... J'arrive pas à trouver mes mots, tiens. Le fait qu'il soit relevé, qu'il apparaisse un peu comme une tablette, n'est pas présenté ici. C'est un plateau plutôt simple. En revanche, les plateaux un peu plus deluxifiés, justement, comme on le voit ici, ce sera dans le pledge Horror à 70€, avec donc ces plateaux pliables plutôt, et un plateau un peu deluxifié, quoi. Ensuite, vous avez le pledge Chronos à 129€. Donc là, c'est le truc un peu deluxe, plus l'extension Sand and Cables. Ensuite, en add-on, vous pouvez prendre le tapis de néoprène, pas très cher d'ailleurs, à 10€. Vous pourrez prendre aussi un pack de sleeves, donc de protège-cartes éventuellement. Les deux trucs en question figurent déjà dans le all-in que vous voyez ici. Donc sachez-le, c'est pas forcément la peine de le prendre si vous avez déjà pris le pledge Chronos.
Vous avez aussi des déluxifications de composants avec les sabliers, etc. Qui sont très très classe. Le tout pour 32 €. Mais encore une fois, c'est dans le all-in aussi, si ça vous intéresse. Donc bon, je trouve que le jeu est pas hyper cher dans sa version de base. Même avec une version un peu déluxifiée, 70, ça reste abordable. Le pledge all-in est un peu cher, d'autant plus qu'il n'y a pas de pledge juste avant qui inclut déjà l'extension. L'extension est directement dans le all-in. Bon, après, vous pouvez la prendre en add-on peut-être. Non, même pas. Et ça, c'est quand même un peu chiant, ça. Le fait que l'extension ne soit pas disponible dans la version de base, c'est un petit peu dommage. Voilà, ma foi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Je ne vais pas entrer trop en avant sur ce qu'est le lore, de pourquoi les choses sont devenues ainsi, etc. On va passer directement aux frais de port. Alors shipping, voilà. Belgique, France, Luxembourg, Monaco, ça va de 18 à 22 € en fonction du Belge que vous allez choisir. Non, 18 à 20 €. Là, c'est les dollars, excusez-moi. À gauche, les euros, à droite, les dollars. Ensuite, pour les amis suisses, 21 à 23 €. Canada, 27 à 34 €. Et puis, pour nous qui sommes au Japon, 42 à 50 € de frais de port. Ça pique méchamment. Et un jeu qui devrait théoriquement être livré à la fin 2025. Voilà donc pour Restart, et peut-être qu'ils devraient restart leur campagne, parce que pour l'instant, ça marche pas des masses. Prochain projet, et c'est le projet qui aurait pu figurer dans les desserts de la semaine, c'est Cloudspire, avec la dernière campagne, l'ultime campagne de Cloudspire, Harbinger, qui vient vous ajouter de nouvelles factions, du nouveau contenu de gameplay. Ce sera la toute dernière campagne de Cloudspire, qui est peut-être le projet le plus difficile d'accès de Cheap Theory Games. Cheap Theory Games, éditeur qu'on ne présente plus pour tous les amateurs de financement participatif, c'est un des grands noms de ces dernières années. On les connaît notamment pour la série de Too Many Bones, qui désormais a une VF grâce à Lucky Duck Games. Ils avaient fait aussi Burn Cycle, ils avaient fait 20 Strong, qui est également chez Lucky Duck Games. Ils avaient fait récemment aussi The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, donc The Elder Scrolls, donc le jeu vidéo, la licence de jeu vidéo qu'ils avaient repris avec beaucoup de mécanismes qui émanent directement de Too Many Bones, mais adaptés à la licence de Elder Scrolls. On a aussi Oplomachus, dont Xavier a parlé dans plusieurs vidéos consécutives sur la chaîne récemment. Wrath l'année dernière, Tanglewood qui est un peu la suite de 20 Strong. Bref, beaucoup de gros projets avec du matériel complètement fou en général. C'est quand même l'excellence en termes de matériel pour Cheap Theory Games de manière générale, ce qui fait des jeux très très chers. Et dans tout ce catalogue, bon, ils ont récemment pris une tournure avec des jeux plus abordables, comme Wrath, comme 20 Strong, etc. Mais à l'origine, c'était un éditeur qui faisait des jeux vraiment résolument experts. Et là-dedans, Cloudspire, c'était peut-être le plus complexe à aborder. C'est un jeu de confrontation dans différentes arènes, on pourrait définir ça comme des arènes. On va avoir chacun une sorte de île volante, et on va venir percuter d'autres îles volantes, d'autres factions, et on va se foutre sur la tronche. Il y a des campagnes solo, coop également, mais fondamentalement c'est un jeu de 1 contre 1, fondamentalement, avec différentes factions hyper asymétriques et assez complexes. Chaque faction a ses propres spécificités, ses propres compétences. Il y a beaucoup de mots-clés à mémoriser, etc. C'est un jeu qui demande beaucoup d'implication, qui demande d'être ressorti fréquemment sur la table. Et c'est un jeu pour lequel j'ai pas eu la motivation supplémentaire, suffisante en tout cas, et je l'ai revendu. Je l'avais backé il y a de ça 3-4 ans, on a fait 2-3 parties avec Xavier qui étaient très cool, mais je me voyais pas le sortir suffisamment pour justifier sa présence dans ma ludothèque, d'autant plus que Xavier lui l'a encore. Donc pour l'instant, Cloudspire Harbinger, cette dernière campagne, cette ultime campagne de Cloudspire, se porte très bien. On est à 3200 backers. 14 jours avant la fin de la campagne, presque 1 million de dollars engrangés d'ores et déjà. Donc, belle campagne. Alors, c'est pas les plus gros scores de Cheap Theory Games, parce que c'est leur jeu peut-être le plus aride en termes de règles, il est vraiment complexe. Donc, c'est pas le plus gros score qu'ils feront, c'est sûr. Mais c'est quand même un très très beau succès d'estime que de faire 3200 sur un jeu comme Cloudspire. Donc, quand même à respecter, quoi, en gros. 1 à 4 joueurs, parce que oui, on peut y jouer jusqu'à 3 à 4 joueurs, pas de problème. C'est, à mon avis, pas le format préférable, quoi. C'est pas le truc idéal, à mon avis. Et donc, on est sur un jeu type MOBA, donc affrontement, protection de votre territoire, en même temps annihilation de personnes adverses,
hein, bien évidemment. On a un petit peu d'exploration, on a de l'aventure, il y a des modes coopératifs et des modes compétitifs, mais c'est essentiellement du compétitif, avec des factions très 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 asymétriques, de la gestion de ressources, oui, un peu légère, mais oui, il y en a effectivement. Très belle DA comme souvent avec Chip Theory Games et plus spécifiquement avec Cloudspire. Assez unique, particulière, mais très jolie en règle générale. Même si là pour le coup la coulée de lave fait très pixelisée, chose assez bizarre. Mais bon, on s'en fout. Et donc c'est la campagne, l'ultime campagne, hein, je l'ai déjà dit et mentionné à plusieurs reprises, mais c'est la toute dernière campagne pour Cloudspire. Et qu'est-ce qu'elle vient ajouter? Elle vient déjà ajouter 3 nouvelles factions. On voit ici The Graft, on voit ici les Kill, on voit les chats, et j'arrive pas à lire la suite, mais on verra par la suite le nom des factions. Et il y a du contenu de gameplay supplémentaire. Un petit peu brièvement à quoi ça ressemble. Bon, tous ces tapis de néoprène, hein, tout ça c'est du néoprène. Les chips de poker hyper classe, bref, comme d'habitude avec Chip Theory Games, en termes de composants, c'est de la folie furieuse. Et c'est très très lourd, les boîtes sont énormes. Alors, Welcome to Cloudspire, on a donc les trois factions. Shada, c'est des comme ça, Kill, The Graft et Harbinger, qui est donc du contenu supplémentaire, qui n'est pas une faction, mais que du contenu supplémentaire avec de nouvelles factions, enfin pas de nouvelles factions, de nouveaux chapitres de campagne, etc. Continuons. Cloudspire, le livret de règles est ici pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu mais qui s'y intéresseraient éventuellement. Ensuite, quelques éléments de gameplay que l'on voit ici. On va avoir différentes factions qui seront représentées par des chips de poker qui auront leur nombre de points de santé, leur nombre de points d'attaque, etc. Des petites compétences asymétriques dans tous les sens. Les mots-clés, Armored, Relentless, Prowl, Riftwalk, etc. qui sont autant de mots-clés que vous devrez essayer de mémoriser pour pouvoir éviter d'avoir consulté l'aide de jeu en permanence, mais il y a beaucoup de mots-clés. Alors, les Shada, c'est une des nouvelles factions que l'on voit ici, avec par exemple Mud, avec Fission, on voit que c'est des sortes de personnages qui sont composés d'éléments tels que la pierre ou la terre, par exemple, qui vont être assez balèzes, qui ont beaucoup de points de vie d'ailleurs, donc assez intéressant. J'imagine qu'ils sont très très lents par contre, hein, j'imagine en tout cas, avec leur forteresse. Hein. Donc chaque faction va avoir sa propre forteresse qui va elle aussi être améliorée au cours de la partie. Ensuite, on a les grafts que l'on voit ici, qui sont des trucs avec des tentacules. Ça va faire plaisir à Xavier, ça. Désolé, petite balle perdue. Il y aura certainement, j'imagine, du poison à Infest. Voilà, il y a du poison. Il y aura certainement du combat à distance. On va jeter des bubons ou je ne sais quoi. Ça va être dégueulasse. C'est une faction dégueulasse. Donc ça correspond bien au goût de notre très cher Xavier. Ensuite, il y a aussi la faction des Kill. Là, on est sur des sortes de chauves-souris volantes un peu dégueu aussi, qui vont larguer des grenades ou des potions ou je ne sais quoi. Air Defense, oui, donc vraiment, on va jouer sur le vol. Void Soul, Empowered Incinerate, donc ouais, certainement jeter des trucs qui vont provoquer des flammes, des explosions, je ne sais quoi, des combats à distance également, via les airs, quoi. Ok, et puis ensuite on a l'extension Harbinger, on a aussi les miniatures qui vont avec, puisque vous le savez, les tourelles étaient présentes en miniature dans les formats, enfin, les éditions précédentes, dans les factions précédentes, si vous le souhaitiez encore plus de déluxification qu'il n'y en a déjà dans le jeu de base. Ensuite, truc sympa aussi pour tous les amateurs de Too Many Bones, c'est qu'on reprend le système de big box, quoi, à tiroir. Cette fois-ci, c'est le Cloud Storage, ils ont appelé ça. Donc une énorme boîte pour stocker tout ce qui est sorti jusqu'à présent pour Cloudspire, avec, encore une fois, des tiroirs, quoi, comme c'était le cas pour Too Many Bones. Par contre, ça va être lourd comme un âne mort, quoi. Ça va même peser un avion mort, quoi, clairement. Ensuite, il y a aussi déjà 20 Strong Cloudspire, déjà. Il est disponible maintenant? Ça, j'avais raté tout à l'heure, par contre. Je me demande. Je sais pas. Je savais qu'il allait arriver, mais je ne sais pas s'il est disponible maintenant ou pas. On va voir directement les rewards, on verra bien. Harbinger Gameplay Bundle. Donc ça, c'est toute la nouveauté de la campagne de Harbinger, est à $110. Ensuite, Cloudspire, le jeu de base, plus les nouvelles factions, 240. Donc vous n'aurez pas les autres factions sorties par le passé en extension, mais vous aurez les nouvelles extensions et le jeu de base. Ensuite, Become a Strategist, c'est fini, c'est le pledge stratège à chaque campagne. CTG, donc Chip Theory Games, propose, je crois que c'est 10, 12 pledge stratège, là c'était 11 pour le coup, à $800 pour avoir la nouveauté et tous les futurs jeux de l'éditeur. Donc c'est un pledge intéressant sur le long terme. Sinon, Cloudspire All-in 665. Ouh là 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 là. C'est terriblement cher quand on voit ça. En même temps,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. On voit ici toutes les extensions et les factions déjà sorties jusqu'à présent. Graft, Kill, Shada, Greage. Là, c'est plus du contenu. Portal Seekers, Uprising, Horizon Wrath et Harbinger. Ouais, il y a masse de contenu. Et c'est vrai que du coup, ça finit par chiffrer forcément. Mais c'est vrai que quand on voit le chiffre, ça choque un peu. 665$. Ensuite, en add-on, le jeu de base. Ok. Les extensions sorties jusqu'à présent aussi, j'imagine. Voilà, Greage, Horizon Wrath, Uprising, Harbinger, Portal Seekers, etc. etc. Ok. Et du coup, il n'y a pas encore 20 Strong. Hein. Donc je pense que c'est une sorte de pub dissimulée pour 20 Strong qui va sortir à l'avenir, mais qui n'est pas encore arrivé. Hein. Il y aura plein de petites cartes de 20 Strong déjà disponibles. Ok, ça c'est intéressant. Ah, 20 Strong Box Printing Upgrade. Bah alors il est disponible ou il l'est pas finalement? Attendez, je vais essayer de déterminer ça. Je vais peut-être faire une petite cut en plein milieu du segment parce que je dois trouver la présence ou non de 20 Strong. Il est là. Il est là. Ok. 20 Strong Cloudspire Deck. Donc il sort durant la campagne de Cloudspire Harbinger. Je l'avais complètement raté ça pour le coup. Ok, intéressant. C'est intéressant qu'ils le mettent finalement pas tant que ça en avant. Alors je comprends que c'est la campagne de Cloudspire Harbinger, mais du coup, il n'est pas de campagne dédiée ou qui fasse pas partie d'un trio de nouveaux jeux de 20 Strong. Je suis assez étonné pour le coup, mais pourquoi pas. Voilà donc pour ce qui est de Cloudspire Harbinger. J'ai pas mentionné le shipping, donc quand même on va les mentionner. Shipping flat rate. Autrement dit, quelle que soit la quantité commandée, all-in ou juste l'extension par exemple, c'est la même chose. Donc ils font un effort de ce point de vue-là au niveau du shipping. Comme souvent, Chief Theory Games prend une partie du shipping sur soi-même pour permettre aux backers d'avoir un shipping quand même plutôt abordable, voire même très abordable quand on voit la quantité de matos. Si vous prenez un all-in par exemple, pour le Canada ou pour l'Europe, vous en aurez pour 15$. C'est quand même très compétitif, comme dirait un schnoll que vous connaissez certainement. Ensuite, pour nos amis suisses, c'est 15$ également. Pour nous qui sommes en Asie, c'est 20$, donc c'est quand même pas non plus outrancier, quoi. C'est pas trop onéreux. Voilà donc pour ce qui est de la dernière, l'ultime campagne de Cloudspire Harbinger. 3200 backers pour l'instant, près d'1 million de dollars engrangés, 2 semaines avant la fin de la campagne. Allez, continuons ce menu avec le projet suivant. Il s'agit de Invincible, the Card Game. Et ça rappellera certainement quelque chose en termes d'allure parce que c'est très fortement inspiré. C'est même carrément dans la continuité assumée de Astronauts, comme vous voyez ici. Astronauts lui-même qui est un dérivé de Aeon's End, donc le jeu de deck building coopératif avec donc masse de cartes, avec des adversaires eux-mêmes asymétriques et puis pour nous aussi bien sûr des personnages qui le sont tout autant, sauf que cette fois-ci, c'est basé sur un comics américain. Alors, est-ce que c'est le même nom? Est-ce que ça s'appelle Invincible? Je sais pas. Je connais uniquement le personnage qui est ici, qui est le père de Invincible, qui s'appelle comment déjà pas Ultraman, mais un truc dans ce genre-là, Omniman, je crois, un truc comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, un comics américain qui parlera pas forcément à tout le monde dans la sphère francophone, parce que je crois que c'est un comics qui est pas spécialement très connu outre-Atlantique, et quand je dis outre-Atlantique, c'est de votre côté à vous, de l'Atlantique, pas du côté américain bien évidemment. Et donc Invincible, pour l'instant, la campagne se passe pas trop mal, 775 contributeurs, 60 000 € d'engrangés 13 jours avant la fin de la campagne. Pas trop mal, mais c'est pas non plus époustouflant, parce que bon, on se souvient quand même de cette série qui est donc Astronauts, qui elle-même est dérivée de Aeon's End. Aeon's End, c'est un jeu qui marche très fort en boutique. Pour autant, c'est vrai que les campagnes KS font pas des scores énormissimes. 3800, c'est bien, mais pour une licence aussi célèbre maintenant dans l'univers ludique que Aeon's End, c'est pas si extraordinaire en réalité. Et pour ce qui est de Astronauts, finalement c'est encore moins que ça, hein, me semble-t-il. 2500 pour la seconde campagne, la première avait fait 3200, donc voilà, encore une fois, quelque chose de assez modeste, finalement tout bien pris en compte. Et Invincible, bah, ça fait pas mieux, ça fait même moins bien en réalité, puisqu'on est actuellement à moins de 1000 contributeurs à 4-5 jours du début de la campagne. C'est pas époustouflant, on va certainement aller chercher du 2000, mais ce sera moins que Astronauts. La DA pourtant me parle plus. La licence, en revanche, la IP, comme on dit en anglais, je connais ma foi pas du tout le comics original, donc bon, je peux pas vraiment vous en parler en détail. Mais pour le reste, c'est ni plus ni moins que du Astronauts.
mais avec une IP collée dessus. Une IP, donc une licence intellectuelle collée dessus. Ici, donc le comics de Invincible, avec bien sûr ce que ça peut éventuellement avoir d'ajout en termes de gameplay, de petites mécaniques supplémentaires, de petits effets de cartes qui n'existent pas forcément ni dans Aeon's End, ni dans Astronauts. Ça c'est possible, je ne suis pas allé tester les deux jeux préalablement mentionnés et j'ai pas analysé les cartes de Invincible non plus, mais j'imagine qu'il y a quelques petits ajouts de mécanismes de gameplay à l'intérieur du jeu également. Et bien sûr, parmi les différents vilains, donc les différents méchants antagonistes que l'on pourra affronter, on aura les Flaxens, donc une sorte de race alien j'imagine, Sinclair et puis Titan, et enfin le papa de Invincible, donc Omni-Man, sorte de comment dire, de Superman qui a mal tourné par la suite, quoi, en gros. Alors, What's Inside rapidement, dans le pledge de base, vous voyez donc les différents personnages que l'on pourra incarner, donc Invincible, Atom Eve, Duplicate, etc. Les vilains, donc les antagonistes, masse de cartes bien évidemment, quelques petits plateaux de ci de là, des petits marqueurs, rien d'époustouflant, des petits compteurs de points de vie, etc. Mais bon, relativement classique de ce point de vue-là. On a aussi une petite extension, comment ça s'appelle déjà cette extension, The Old Guard, avec encore plus de héros, donc deux nouveaux héros, Cecil et Immortal, et puis un nouveau vilain avec Doc Seismic. Voilà, donc encore plus de petits ajouts de rejouabilité qui va avec, bien évidemment, de même que pour l'extension New Recruits, qui vient là encore une fois vous ajouter un peu plus de contenu pour le jeu. 50$ pour le pledge de base qui contient déjà les deux mini-extensions que vous voyez ici, 90$, ça c'est si vous voulez aussi le playmat en néoprène, et puis apparemment un pack d'accessoires supplémentaires également, 120 si vous voulez ajouter des plateaux pour chacun des personnages du jeu, des protège-cartes, etc. On peut monter assez rapidement jusqu'à du 265 si on veut même aller ajouter Astronauts et sa récente extension Eternity également, pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a aussi tout ce que je viens de mentionner très brièvement en add-on, ce qui fait que vous pouvez les prendre aussi à l'unité si vous le désirez. Pour ce qui est des shipping, alors ça va dépendre des pledges bien évidemment, vous les voyez tous mentionnés ici de 50 à 265$, et donc en fonction du pledge, par exemple pour le Canada, ça va aller de 28 à 60$ de frais de port. Pour l'Union Européenne, donc Belgique, France par exemple, Luxembourg également, 23 à 80$ de frais de port. Pour la Suisse, ce serait par exemple 32 à 100. Et puis pour nous, par exemple, au Japon, on doit être ici aussi, 27 à 60$ de frais de port. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire concernant Invincible, 775 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne. Encore un projet qui aurait pu logiquement se retrouver dans les desserts de la semaine, mais malheureusement il n'y a pas de VF durant la campagne. On n'a aucun doute sur l'arrivée prochaine d'une VF à terme, puisque de toute façon les jeux de Red Raven Games et donc de Ryan Locat sont quasiment systématiquement localisés en VF à terme, donc bon, ce sera encore le cas ici, d'autant plus que, vous le voyez, c'est Above and Below, donc un jeu qui est déjà sorti en VF. Mais alors que fait-il sur GameFound actuellement en campagne? Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a un sous-titre, c'est Haunted. Ce n'est pas qu'une extension, c'est un stand-alone, un petit peu comme il y avait avec Sleeping Gods, il y avait une suite dont j'ai perdu le titre, avec un avion sur la couverture, et bien un peu dans le même genre, ce n'est pas Above and Below, c'est Haunted, qui est dans l'univers étendu de Above and Below. Vous n'avez pas forcément besoin de Above and Below pour y jouer, c'est un stand-alone ainsi qu'une suite à Above and Below, donc sachez-le. Par contre, sachez également, comme je l'ai dit en introduction, qu'il n'y a pas de VF durant la campagne. Ça viendra très certainement à terme en boutique, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en campagne, il n'y a que de l'anglais, et du coup, il se retrouve un petit peu rétrogradé dans les plats principaux de la semaine. Ceci étant dit, même sans autre langue que l'anglais durant la campagne, on est quand même à 2000 backers sur GameFound, c'est quand même plutôt un bon début de campagne, 16 jours avant la fin de la campagne. On est toujours sur un jeu compétitif, narratif, avec du set collection, de l'aventure, de l'exploration, avec toujours plus de personnages
jouable avec un petit peu d'asymétrie bien évidemment de ci de là, dans lequel on va ici construire un village dans une sorte de zone, de région un petit peu hantée. On va recruter différents personnages qui vont nous apporter différentes compétences diverses et variées, et puis on va explorer un petit peu aussi les grottes sous-marines qui sont aux alentours par exemple. On voit ici différents personnages que l'on pourrait être amené à recruter dans notre équipe pour justement essayer d'explorer au mieux, d'en retirer tous les bénéfices des zones environnantes. Voilà un petit peu la proposition sur le papier en tout cas de Above and Below pour Haunted, cette suite et standalone à Above and Below. N'ayant pas testé le jeu d'origine, il est un petit peu difficile pour moi de voir la différence avec ce dernier. Mais bon, c'est un petit peu plus de la même chose, j'ai l'impression, même si j'imagine également qu'il y a certainement quelques petits ajouts de gameplay qui viennent agrémenter un petit peu le jeu, le renouveler un petit peu au-delà des seuls personnages un petit peu différents, dans une zone un petit peu différente, etc. J'imagine qu'il y a aussi quelques petits éléments de gameplay qui viennent changer et être un petit peu renouvelés. Durant la campagne, vous avez accès à différents niveaux de pledge, bien sûr. D'abord, Above and Below Haunted plus les stretch goals, donc le jeu de base, plus les stretch goals qui auront droit apparemment à une boîte dédiée. Ensuite, le retailer, on s'en fout, c'est pour les boutiques. On a ici un pledge Campaign Combo. Là, c'est du coup la même chose, la boîte de base ainsi que la boîte de stretch goals, mais au-delà de ça, on a aussi une soundtrack, autrement dit une bande originale pour accompagner vos parties avec une petite mélopée musicale qui accompagnera l'immersion dans l'univers de Above and Below. On a aussi la narration Foreteller, vous voyez ici l'application sur votre smartphone. Bon, malheureusement, Foreteller, c'est toujours, pour l'instant en tout cas, uniquement en anglais, mais tout ce qui est passage narratif, dialogue, etc., sera potentiellement, si vous le choisissez, narré directement par des doubleurs professionnels via l'application Foreteller. Encore une fois, question d'immersion, bien évidemment, c'est encore un peu accru. Et puis on a également la Treasure Chest. Ça correspond à quoi? C'est de la detoxification. On voit qu'il y a des pièces de métal, des cartes supplémentaires, des petits barils en bois plutôt que j'imagine en carton à la base, des potions en bois, bref, des éléments de detoxification en bois, en métal pour les pièces également. Sinon, il y a aussi Above and Below Companion Collection. Donc là, c'est pour ceux qui n'auraient pas non plus le jeu de base. Donc Above and Below sera également disponible. Vous voyez ici Above and Below, le jeu de base. Il y a aussi Desert Labyrinth and Under Forest Book and Tokens. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que ça vient rajouter, parce que je n'avais pas trop suivi Above and Below à la base. Et il y a même un RPG, Artium. Est-ce que c'est dans le même univers? J'imagine. Mais un RPG pour le coup. Sinon, vous pouvez aussi aller piocher en add-on les différents éléments qui pourraient vous intéresser ou qui manquent déjà à votre collection. Par exemple, c'est aussi faisable. Il y a deux Foreteller. Ça va être pour l'extension, enfin pour le standalone et le jeu de base, j'imagine. Haunted et ouais, Above and Below, le jeu d'origine. Ok. Très bien. Du coup, allons voir rapidement les frais de port. Les frais de port sont ici, voilà. Le pledge 110 de 220, pardon, à vous de choisir. Et du coup, ça va impacter les frais de port. Canada 18, 25, 35. Union Européenne 16, 22, 27. Suisse 30, 35, 37 par exemple. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ça va être la zone Asie 1, c'est ça. 15, 24, 32 pour nous. Donc encore moins cher que pour l'Europe. Enfin, ça dépend du niveau de pledge, remarque. En tout cas pour le début. Voilà donc pour ce qui est de Above and Below avec ce standalone et suite du titre d'origine. Haunted, donc 2117 backers pour l'instant, 210 000 $ d'engrangés, 16 jours avant la fin de la campagne. Si l'on s'en tient au score actuel de cette campagne, elle aurait dû figurer dans les entrées, soyons tout à fait honnêtes là-dessus, tout à fait transparent. 191 contributeurs, c'est pas énorme, donc effectivement, ça aurait pu ou dû être dans les entrées de la semaine, oui mais voilà, Fest Season, c'est le petit coup de cœur de la semaine. Voilà, c'était complètement inattendu, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, mais oui, je me suis trouvé un petit coup de cœur de cette semaine qui était vraiment pas attendu. Moi-même, j'ai eu vent de cette campagne il y a à peine 3 semaines. J'ai suivi un petit peu le déroulé, la page de pré-campagne, etc. J'ai discuté un petit peu avec l'auteur parce que fondamentalement le jeu m'intéresse aussi beaucoup d'un point de vue professionnel. Est-ce qu'il serait amené à rejoindre l'agence pour laquelle je travaille? Auquel cas je chercherai des éditeurs pour faire des localisations en français, en espagnol, en japonais ou que sais-je encore. Mais ouais, Fest Season, petit coup de cœur. C'est aussi pour ça que je les ai contactés derrière. Mais ils font pas partie de l'agence pour laquelle je travaille. Donc pour l'instant, je reste relativement objectif. Relativement parce que bien évidemment, comme je cherche
à les faire nous rejoindre, bah vous comprenez bien qu'il y a déjà un petit parti pris de base. Mais ce parti pris vient essentiellement de ce petit coup de cœur que j'ai eu d'emblée pour le projet. Fest Season, pour l'instant 200 contributeurs, même un petit peu moins de 15 000 euros d'engrangés 19 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu euro, mais avec une thématique musicale, comme on en a vu quelques-uns récemment, de ces jeux qui partagent une thématique musicale. On a vu un truc, je crois, Hard Rock 1977, je crois, un truc comme ça, qui n'a pas encore de VF, mais qui allait être très très cool. Avant ça, on avait eu le jeu sur la musique classique, sur Mozart, c'était quoi déjà, Lacrimosa, qui allait être assez cool d'ailleurs, que j'aimerais bien tester à l'occasion. On a quelques jeux euro qui viennent un peu titiller cette thématique de la musique qui est toujours un petit peu casse-gueule malgré tout. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, petite parenthèse dans cette présentation de Fest Season, pendant le Corona, je crois, comme beaucoup de gens d'ailleurs à l'époque j'imagine, je m'étais mis moi-même dans la confection d'un jeu, disons initié plus / expert, avec un auteur marseillais qui va sortir son premier jeu d'ailleurs dans pas trop longtemps. Bon, maintenant du coup depuis la naissance de mon fils je dirais, et avec la fin du Covid aussi progressivement, le projet prend un petit peu la poussière. Il est encore dans mon PC. Je crois que mon partenaire bosse encore dessus un petit peu en solo actuellement. Donc bon, on sait jamais là où ça nous mènera. A priori, moi j'ai plus trop le temps de bosser dessus malheureusement. Mais c'était relativement avancé. Bon, certainement pas à 50% encore, mais quand même, il y a quand même pas mal d'idées. Et on avait même commencé à pondre un petit module TTS. Un jour peut-être le reprendra-t-on, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça partageait donc cette thématique de la musique. Fest Season, on en revient à ce projet qui nous vient de Green Astra Game, premier projet, donc un primo-éditeur qui nous vient en plus du Mexique. C'est quand même pas très courant. Et donc Fest Season, c'est un jeu euro pour 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, pour 20 minutes par joueur autour de la table. Donc on va dire une fourchette allant de 40 minutes à 1h30, voire même quasiment 2 heures, quoi en gros. Et donc Fest Season, eh bien comme son nom l'indique, c'est la saison des festivals musicaux, et donc on va organiser tout simplement un festival, mais on va chercher à créer le meilleur festival possible, bien évidemment, avec un plateau central, avec différentes tuiles, parce qu'il y a de la pose de tuiles également. Vous voyez qu'au début, l'emplacement sur lequel on va créer notre événement, notre festival musical, est pour l'instant vierge. Il va falloir y apposer des scènes, il va falloir y inviter des groupes, il va falloir essayer aussi d'équilibrer plus ou moins les genres musicaux qui vont être représentés sur telle et telle scène. Il va falloir aussi y apposer des infrastructures, je sais pas, des baraques à frites, des chiottes, etc., ce genre de choses-là, pour pouvoir accueillir pour le mieux les différents visiteurs qui vont venir justement s'éclater durant notre festival. D'entrée de jeu, on vous présente également les pledge levels, donc les niveaux de pledge. Le pledge de base coûte 63 dollars, pardon. Non, c'est 100 euros. Oui, 100 euros, j'ai rien dit. 63 dollars, euros, pardon. On va arrondir à ça, 63 dollars. Euros, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec les devises. Hein. On va dire 67 dollars, 63 euros. Ça y est, j'y suis arrivé. Ensuite, vous avez le pledge I Want It All, petite référence à Queen, j'imagine, qui celui-ci est à 81 euros, ou 90, on va arrondir, dollars, et qui viennent ajouter les mixtapes 1 et 2. On en reparle très rapidement dans ce segment de la vidéo pour vous expliquer ce que c'est que ces mixtapes. Ensuite, on a Pictures of You. C'était quel groupe qui avait pondu cette chanson d'ailleurs, Pictures of You? J'ai oublié, j'ai pas envie de dire une connerie. Donc bref, Pictures of You, c'est un pledge mécénat. C'est uniquement 30 copies disponibles, et ça vous permettra de faire un petit pledge mécénat, donc d'intégrer votre personne ou un ami, votre femme, votre mari, je ne sais pas, votre enfant, dans le jeu. Et pour une fois, un pledge mécénat pas très cher. Hein. On a souvent l'habitude de voir des pledges mécénat qui viennent vous ponctionner allègrement du 200, du 300 dollars pour avoir votre tronche dans le jeu. Là, pour le coup, c'est moins de 100 euros, donc ça fait un ajout d'à peine 18 euros pour figurer ou faire figurer quelqu'un dans le jeu. C'est pas très cher, en plus des 2 mixtapes. Ensuite, continue, What's in the box? Donc, qu'y a-t-il dans la boîte de base? On a donc le plateau central, les 5 plateaux individuels, ensuite on a des micro-plateaux de line-up, donc les différents groupes qui vont venir composer votre festival, ensuite on a les différents genres de musique représentés, on a du rock, du punk, du metal, du pop, de la musique alternative, de la country, du EDM et du hip-hop rap également, on a des petits tokens en bois bien évidemment, on a des petits, comment ça s'appelle, les petits boutons qui agrémentent le volume sonore, qui seront
sont ici utilisées également pour justement mesurer certaines choses. On a les fameuses tuiles, il y a la fameuse pose de tuiles sur les plateaux individuels, avec donc différentes scènes, les différentes infrastructures, etc. Les tuiles de groupes que vous allez être amené à inviter, les groupes qui ont plus ou moins de prestige, il faudra aussi gérer ça, et tous sont inspirés par des noms d'artistes plus ou moins célèbres. Ici par exemple Van Halen, c'est bien sûr Van Halen. Ensuite des tuiles de construction de là, pour le coup c'est les infrastructures, donc les petites attractions, comment dirais-je, les baraques à frites, ce genre de choses là, la restauration rapide, les toilettes, etc. Ensuite, les objectifs communs à tous les joueurs, donc il y a un petit aspect course aussi à ce point de vue-là. Le setup qui va différer d'un joueur à l'autre. Des cartes de projet également. Ensuite, petit, comment dirais-je, bloc-notes pour les scores. Des petites boîtes de rangement qui font penser effectivement à des boîtes de rangement de musicaux, c'est ça, ça fait plutôt plaisir. Également, il y a plein de petits stretch goals qui vont venir débloquer d'autres trucs au cours de la campagne si tout se passe bien. Et c'est vrai que pour l'instant, le résultat est un petit peu décevant. Je pensais qu'ils seraient plutôt aux alentours de 500 au moment où je vous parle, ils sont à peine à 200. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de marketing sur le projet, on n'en a pas entendu parler avant. L'éditeur est un primo-éditeur, c'est-à-dire toujours un petit peu difficile de se faire un nom, surtout quand on vient d'un pays comme le Mexique qui n'est pas forcément très mis en avant dans ce genre de milieu-là. Il n'y a pas une grosse communauté mexicaine pour le jeu de plateau, on va dire. Ensuite, les mixtapes, alors j'en parlais tout à l'heure, les mixtapes, ça va vous permettre de moduler un petit peu votre jeu selon vos envies. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ici on a des sous-genres musicaux qui sont déjà représentés, vous pouvez en ajouter. Il s'agit en fait tout simplement d'ajouter vous-même par écrit des nouveaux noms de genres musicaux sur les tuiles qui vous sont offertes et qui sont vierges en l'état. Pour ce qui est de la mixtape volume 2, là en revanche, c'est les groupes et les artistes que vous voudrez voir ajouter dans vos parties que vous pourrez faire figurer sur des cartes elles-mêmes vierges, avec bien sûr différentes, comment dirais-je, différentes valeurs, etc. qu'il faudra un petit peu agrémenter et assortir au groupe que vous voulez choisir. Mais par exemple, moi, mon groupe préféré, que vous n'allez certainement, pour 99% d'entre vous, pas connaître, s'appelle Diren Grey, voilà. Je peux l'ajouter sur cette petite carte, et ensuite, bah, du coup, s'il sort en partie, mon groupe préféré, je peux le mettre dans mon festival, et ça, ça fait plaisir, ça fait le boulot. Voilà pour ce qui est des deux mixtapes, qui sont donc pas des, comment dirais-je, sont pas des ajouts de gameplay fondamentaux, on va dire, mais ça vous permet d'aller personnaliser un petit peu vos festivals de musique, et ça, pour le coup, c'est plutôt agréable. Ensuite, on a une vidéo en français, sachez-le, c'était pas forcément attendu, mais oui, il y a bel et bien une vidéo en français sur Fast Season, et c'est l'œuvre de Deludic. Donc allez voir sa vidéo, vous en apprendrez bien plus que je ne saurais le faire dans ce petit segment sur Fast Season et son gameplay. Le gameplay, ceci dit, est présenté très brièvement ici avec le How to Play, avec justement ces potards, on va dire, musicaux, qui vont gravir l'échelle que l'on voit là, et qui vont impacter pas mal le cours de la partie, puisque en fonction du nombre d'actions que vous allez prendre, ça va augmenter, puis revenir à zéro, mais quand on arrive au maximum, ça déclenche aussi certaines choses, donc assez intéressant de ce point de vue, en termes de gestion du timing. Ensuite, vous aurez des bénéfices en fonction de l'endroit sur lequel vous allez arriver sur la frise, comme des points de victoire par exemple, des petits bonus en tout genre. Ensuite, vous aurez différents types d'actions que vous pourrez choisir d'activer pour en tirer les bénéfices, bien évidemment. Parmi les actions en question, vous pourrez construire des infrastructures sur votre terrain de festival, comme ici par exemple des fontaines à eau, par exemple, pour que vos spectateurs, vos invités, enfin pas vos invités, mais vos spectateurs simplement, puissent se désaltérer durant le festival, par exemple. Encore une fois, je répétais tout à l'heure, mais de la restauration rapide, des toilettes, ce genre de choses-là. Ensuite, hire a band, donc vous pourrez recruter un groupe pour le faire se produire sur votre scène, sur l'une de vos scènes. Ici on voit Orange Day, donc là on imagine que c'est Green Day, j'imagine en tout cas, et c'est du punk, donc ça semble coller plutôt. Donc pour la programmation de votre festival. Ensuite, Complete a Project, là vous avez payé le coût d'un des projets et en retirer les bénéfices directement. Ça peut être, j'imagine, du court terme ou parfois même du long terme également. Et puis il y a du endgame, donc avec une scoring un petit peu particulier également. Vous pouvez télécharger le livret de règles ici en anglais. Il est également disponible en espagnol pour ceux qui préféreraient éventuellement. Voilà, ensuite, continuons. Il y a même déjà une... il y a une playlist Spotify
du coup, Pictures of You, c'était The Cure. Alors vous me direz comment je le sais, parce que c'est écrit en japonais, The Cure. Et du coup, ça, c'est la la version katakana, donc l'écriture japonaise, pour les mots étrangers, de The Cure. Donc Pictures of You, c'était The Cure. Donc voilà, ils ont une petite playlist qui accompagne leur jeu et c'est fun. Du coup, mon groupe préféré de l'époque, lycée et université, System of a Down, que j'adorais également. Voilà, continuons. Les previews, il n'y en a pas en français par contre. Ah si, c'est la même vidéo, non? Je sais pas. Bon bref, il y a peut-être une ou deux vidéos de Déludique, je ne sais pas. Ça, à vérifier ma foi. Continuons pour les frais de port qui sont ici. Canada, 28-30$ en fonction du pêche que vous allez choisir. Ensuite, Europe, Belgique, mais également la France ou encore le Luxembourg par exemple, sont à 20 ou 23$ de frais de port. 25-28$ pour nos amis suisses. Et puis pour nous qui sommes au Japon, malheureusement, c'est un peu plus cher, 32-35$. Mais comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà, nous au Japon, on n'a pas la TVA par derrière. Quand on pledge quelque chose, c'est ce prix-là, les frais de port, et c'est marre. Il n'y a pas de bifton à rajouter derrière pour ce qui est des frais, de la TVA. Et ça fait plaisir. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout pour le premier projet de Green Astra, cette équipe très très jeune visiblement, mexicaine qui plus est, pour Fest Season, qui actuellement donc végète un petit peu à 190 contributeurs, c'est pas énormissime, il reste 19 jours, bon, si on peut aller taper les 500, ce sera déjà pas si mal que ça, et en réalité pour un primo-éditeur mexicain qui plus est, c'est déjà pas si dégueulasse que ça en termes de résultats. Moi je pense que le jeu a un beau petit potentiel, c'est pas le plus beau jeu visuellement du monde, mais tout a l'air assez thématique, et du coup, moi, ça me fait plutôt plaisir. Je trouve que c'est un thème assez sympa. Je cherchais depuis fort longtemps, pas très activement, mais je cherchais quand même un jeu dans l'univers musical qui m'attirerait pas mal. Lacrimosa c'en est un, mais Fest Season me tente pas mal. Pour l'instant, j'ai pas encore baqué, mais ça pourrait bien être le cas d'ici quelques jours. Je ne sais pas encore. Voilà donc pour Fest Season. Les plus anciens de la chaîne reconnaîtront directement la patte, la direction artistique de Friendly Rabbit Inc., qui nous vient du Canada. Et pour cause, je suis backer d'une de leurs précédentes campagnes, qui devrait d'ailleurs très très prochainement être livrée aux backers, genre dans les semaines à venir, théoriquement, si tout se passe bien. Et pour justement mentionner la campagne en question, laquelle j'avais backé, il s'agissait de Stacked, que vous voyez ici, Stacked Elevator Game. Friendly Rabbit Inc., c'est généralement un éditeur qui crée des jeux abstraits, on va dire ça comme ça. Pas tous, hein. Il y avait aussi Open Wide Grandma, pour le coup, je suis paumé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire à l'époque. Et avant ça, c'est vrai qu'ils avaient fait quelques jeux qui, eux, n'étaient pas abstraits, comme Inferno of Rock, comme Disturbed Friends, par exemple, comme Monster Misfits, et ça marchait pas super. Et puis un jour, ils se sont mis à faire des jeux abstraits deluxe, ce qui est assez rare en réalité. On voit beaucoup de jeux thématiques, avec du gros matos, etc., des jeux très euro, très surproduits, enfin, très bien produits en tout cas, mais assez peu de jeux abstraits très deluxifiés, à part des jeux comme Santorini par exemple, mais c'est assez rare. Et du coup, ils avaient débarqué avec Cubed, une sorte de jeu de domino, avec des tuiles vraiment magnifiques, et puis avec un toucher très très unique, que j'ai eu l'occasion de tester justement lors du dernier Cannes, parce que eux aussi d'ailleurs font partie ils sont affiliés à l'agence pour laquelle je travaille aussi. Mais du coup, ils ont pondu Cubed, qui avait fait quand même 6000 contributeurs à l'époque. Ensuite, ils avaient donc pondu Stacked, que j'ai backé. Celui-ci, c'était pour jouer avec mon neveu ou mon fils dans quelques années également. Stacked avait fait 4385 backers. Il devrait arriver très très prochainement, avec encore une fois une très belle qualité de matériel. Et puis, je sais pas, une DA qui est vraiment assez épurée, mais un petit peu sophistiquée en même temps. Enfin, j'aime vraiment beaucoup la DA de manière générale de Friendly Rabbit sur leurs jeux abstraits, comme ici c'est le cas pour Stacked à nouveau. Et donc cette fois-ci, ils reviennent avec un nouveau jeu abstrait, avec encore une fois un très très beau matos. Il s'agit de Escape, qui est un jeu de survie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que ça fait directement penser à un jeu purement abstrait, et fondamentalement c'est le cas, mais ça reste un jeu de survie avec beaucoup de déplacements sur une sorte de map, on va dire, sur laquelle on va donc faire déplacer nos petits, comment dirais-je, nos piliers, quoi, on va dire, et à chaque déplacement, on va laisser de nouvelles tuiles de notre couleur,
et quand on va croiser le chemin d'un autre, on va reprendre sa couleur, on va voler la sienne pour apposer la nôtre, etc. Et on va donc essayer de stratégiquement déborder notre adversaire et prendre le dessus sur lui pour espérer être le dernier survivant. Pour l'instant, Escape commence très bien sa campagne également. On est déjà à près de 2000 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Il y a moyen de faire mieux que Stacked et peut-être même mieux que Cubed. Donc on est peut-être sur le plus gros succès à venir de Friendly Rabbit Inc. avec pour l'instant près de 140 000 € d'engrangés 26 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 45 minutes environ la partie, et comme c'était le cas pour Stacked ou encore Cubed avant lui, c'est très accessible puisque vous le voyez, c'est à partir de 7 ans et plus, les règles sont très simples, mais comme les échecs par exemple peuvent l'être, les règles en elles-mêmes sont simples. Par contre, après, avoir une vraie maîtrise du jeu, c'est autre chose. Donc effectivement, on pourra expliquer les règles simplement. Est-ce qu'un enfant de 3 ans pourra vaincre un adversaire de 30 ans en pleine capacité de ses capacités cognitives, on va dire, en pleine maîtrise de ses capacités cognitives? C'est moins sûr. Alors donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, plus vous allez progresser dans vos mouvements sur la map centrale, plus vous allez apposer des petites tuiles de couleur sur les tuiles du plateau central, et vous allez chercher à enfermer en gros vos adversaires, à ne plus leur laisser d'échappatoire, et à faire en sorte de rester le dernier survivant sur le plateau. Et encore une fois, comme toujours avec Friendly Rabbit Inc., le matos est assez dément pour un jeu abstrait. Ils font quand même du très très beau matos, de très beau travail d'édition pour leur jeu abstrait qui leur donne vraiment une patte très très différente et qui donne envie pour le coup. Moi qui suis pas du tout un grand amateur de jeux abstraits, cette gamme de Friendly Rabbit a su m'attirer à plusieurs reprises et du coup j'étais assez agréablement surpris quand je suis arrivé dans l'agence pour laquelle je bosse de savoir que Friendly Rabbit Inc. en faisait partie. Ceci étant dit, c'est pas un type de jeu qui se localise très facilement. Donc pour l'instant, il n'y a pas de VF prévu à ce jour pour leur jeu. Mais bon, voilà, si vous êtes amateur de jeux un petit peu abstraits, avec des jeux de stratégie, avec du tous contre tous, hein, du 1, enfin comment dirais-je, non, du chacun pour sa peau, quoi, on va dire, avec donc stratégie et survie, un peu façon Battle Royale si je puis dire, bah éventuellement ça pourrait vous plaire. Il y a aussi une petite extension, comme c'est souvent le cas dans leurs projets habituels, c'était l'extension intitulée Havoc. Havoc c'est généralement un synonyme de gros chaos en anglais. Et du coup ça vient ajouter des petites variantes. D'ailleurs on voit Chaos, Chaos Weaver, donc le tisseur de chaos en gros, et Frostbringer, donc deux petites micro-extensions qui viennent ajouter un petit peu de boxon apparemment. Il y a un dé, donc ça vient forcément ajouter un petit peu de chaos là-dedans. Et du coup, j'ai l'impression que c'est comment dirais-je, un poulet sans tête, quoi, une sorte d'IA qui n'a même pas d'intelligence en réalité, qui vient à foutre un peu le dawa dans la totalité du plateau en fait. Donc ça peut être assez intéressant, même si ça peut être aussi un petit peu rageant en fonction de ce que le dé vous sort, quoi, en fait. Mais c'est intéressant. Il y a même un mode solo, ça c'est bon à savoir aussi. On va en arriver au pledge. Le pledge de base est à 62 $ pour le jeu Escape plus un puzzle volumétrique en relief. Bon, c'est très très abstrait là aussi, mais c'est plutôt joli. Ensuite, le Early Bird en temps limité est à 62 $. Est-il encore disponible d'ailleurs? 62 $ américains. Je pense que oui, puisque... Ah, même 58. Ah, c'est parce que c'est des euros. Donc, a priori, ça doit être celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Mais, bon, le meilleur moyen de savoir si les Early Birds sont déjà épuisés, c'est d'aller voir justement la catégorie épuisée ici. Super Early Bird, oui, c'est épuisé. Mais ça veut dire qu'il y a un Early Bird normal, a priori, qui lui, voilà, était encore ici. À 58 €. Ensuite, celui-ci, le Early Bird Limited Time, est encore disponible aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça change? Je vois pas très bien la différence. La boîte peut-être? Ah, c'est qu'il y a Cubed en plus. Ok. Avec ce pledge là, il y a Cubed en plus. Avec celui-ci, du coup, c'est quoi la différence? Bah là, pour le coup, je sais pas. J'arrive. Peut-être la boîte est différente. Aucune idée. Bon, bref, je vois pas très bien la différence. Si vous voulez Escape plus l'extension Havoc, c'est 75 $. Et ensuite en add-on, on peut ajouter par exemple le puzzle volumétrique un petit peu en relief. On peut ajouter Cubed. On peut même ajouter Stacked Elite.
qui n'est pas encore arrivé au backer, mais de toute façon, si vous le prenez en add-on de cette campagne, il faudra, j'imagine, attendre l'arrivée de Escape pour avoir également Stacked dans le même colis, on va dire. Voilà, un petit aperçu aussi du puzzle volumétrique assez particulier, assez abstrait lui aussi pour le coup, mais ça peut plaire éventuellement à quelques personnes. Livraison potentiellement prévue pour, disons, on va dire l'automne 2025 si tout se passe bien. Le shipping, Canada, 23$ canadiens ou 28 en fonction du place que vous allez choisir. Pour la France, par exemple, c'est 15 livres ou 20 livres, donc on va dire une vingtaine d'euros jusqu'à 27-28 euros peut-être, quelque chose comme ça. Le reste de l'Europe, ça va être du 18 à 21 livres. La Suisse, 30 à 30, enfin 30 du coup, tout rond. Pour le Japon, 29 ou 38$ de frais de port. Pour le coup, celui-ci me tente un petit peu moins que leur précédent projet, donc Stacked. Qui plus est, Stacked n'est pas encore arrivé, donc c'est a priori pas pour moi. Mais si entre-temps, si les 26 jours qui nous séparent de la fin de la campagne permettent à Stacked d'arriver, de le tester, de l'apprécier potentiellement, on verra où ça nous mène. Mais a priori, Stacked m'attire beaucoup plus que Escape. C'est peut-être un peu moins pour moi, pour le coup. Voilà donc pour Escape, The Evolving Game of Survival, 1930 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Et on termine cette semaine par le retour de Table. Table, c'est donc cette fameuse table plein de matos électroniques qui vous permet de jouer à des jeux un petit peu hybrides, des jeux de société hybrides sur une table avec du matériel, des composants électroniques. Et ils reviennent avec The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu. Si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas la première campagne de Bad Karmas. Voilà, ici. The Bad Karmas, c'était quand? Je sais plus si sur GameFound les dates sont affichées. J'ai pas l'impression, mais on peut aller checker la campagne originelle sur Kickstarter. Et donc la campagne de base de Kickstarter pour Table avec Bad Karmas, c'était 2022. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi qu'il y avait eu la première campagne de Table de Bad Karmas qui avait fait 1000 contributeurs à l'époque. Et du coup, ma foi, ça commence plutôt pas mal parce que là on a fait le déménagement sur GameFound, c'est toujours un petit peu risqué et pourtant on est déjà après moins d'une semaine de campagne à 760 backers, ce qui est quand même pas mal. On va battre le record de la première campagne sur Kickstarter. Et pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne, on a déjà engrangé 200 000$. Pour rappel, The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu, il s'agit d'un jeu coopératif en campagne, dans l'univers bien sûr de Lovecraft, donc l'horreur, enfin en tout cas l'horrifique, on va dire, avec les mythologies de Cthulhu, etc. Que vous pourrez également jouer en solo. Il y a une campagne, mais je crois qu'il y avait aussi du one-shot, si mes souvenirs sont bons, bon, à vérifier en tout cas. Mais bien sûr, qui dit table dit évidemment cette table composée de différents composants, merci Kevin, composée de différents petits outils, notamment électroniques, pour apporter une expérience très très immersive et très très fluide, mais avec toujours ce grand mais pour ceux qui veulent justement jouer je sais en partie, tout en partie d'ailleurs, pour se séparer, prendre une certaine distance ou du temps hors des écrans, etc., hors de tout ce qui est technologique, ben, ça peut être un repoussoir également. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 40 à 60 minutes, et c'est pour 14 ans et plus, et comme vous voyez, il y a des petites, je pense que c'est des peut-être puces RFID ou je ne sais quoi, et des emplacements sur la carte, vous voyez ces petits ronds, je pense que c'est sorte des petits détecteurs, j'imagine, qui permettent à la table en fait de repérer les différents mouvements de tel ou tel personnage, d'enregistrer directement dans les applications les actions qui sont en cours, de calculer les résultats des combats sans que vous ayez à le faire, etc. Il y a une VF disponible durant la campagne, ça aussi c'est bon à savoir, et bien sûr il y a de la tritrachier de miniatures toutes plus dégueulasses les unes que les autres parce que c'est des grands anciens, c'est du Lovecraft, donc forcément c'est dégueu. On voit ici Cthulhu, on voit Ithaqua, on voit Hastur, les autres je vais même pas essayer de les prononcer tellement c'est n'importe quoi au niveau du naming. On a aussi bien sûr tous les personnages que l'on pourrait être amené à contrôler dans de différents univers, j'ai envie de dire. On voit le Golden Age ici et les mêmes personnages dans The Forgotten qui sont un petit peu réagencés, remodelés avec des styles tout à fait différents. Ensuite, Table, donc The Future of Board Games. En même temps, on nous dit ça depuis déjà 4-5 ans environ.
avec donc tous ces composants électroniques à l'intérieur des personnages, enfin des miniatures de personnages, à l'intérieur des dés, sous la table, etc. Donc effectivement, c'est super intéressant sur le principe. Ça m'attire pas moi en tant que joueur, mais je pense que ça va attirer quand même pas mal de monde et que, bon, est-ce que ça va s'imposer? Ça par contre c'est encore un petit peu difficile à dire, mais ça va certainement impacter d'une manière ou d'une autre le futur du jeu de plateau. Ça c'est possible. Est-ce que ça incarne le futur du jeu de plateau? C'est beaucoup moins sûr en revanche. Cthulhu Core Pledge, le pledge de base, 75 €. C'est 95 pour le Zodiac Core Pledge, avec une boîte un peu plus conséquente. Qu'est-ce que ça vient ajouter? C'est The Bad Karmas Volume 1. Ok. Et qu'est-ce que c'est que la différence avec le Cthulhu Core Pledge du coup? C'est le volume 4, donc il y a peut-être moins de matos, c'est du matos différent j'imagine. Ensuite Collector Pledge, on a ici les volumes 4 et 5. Ensuite on a le Table Bundle, donc là on a la table, donc la table électronique, etc., tous les composants qui vont avec, plus le volume 4 pour 195. Le volume 1 plus l'épisode 1, 195. Le Zodiac Big Box, là pour le coup il n'y a pas la table électronique, etc., mais il y a tous les volumes, 1, 2, 3, non il n'y a pas le 4, donc il n'y a pas exactement tout, mais bon, il y a la Big Box qui va avec, 340. Zodiac Big Box plus Table, donc là c'est plus la table électronique, 440. TBK Complete Saga, donc c'est la totale sans la table, 470, plus la table, 570 $. Ça monte assez haut, mais en même temps il y a masse de matos, et puis il y a aussi cette table avec plein de composants électroniques. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est une idée intéressante. Vous me direz éventuellement si vous avez déjà testé. Si c'est le cas, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que tout l'aspect électronique, l'application, la table, les composants remplis de petits trucs électroniques, etc., est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça gêne pas au final la partie? Est-ce que ça fluidifie véritablement le processus des parties? Est-ce que ça facilite le développement des combats, ce genre de choses-là? Si vous l'avez testé, je serais très curieux de voir vos retours. Parce qu'après tout, pourquoi pas, c'est intéressant malgré tout, même si je ne suis pas le cœur de cible a priori, c'est intéressant. On a même des miniatures qui reposent sur différentes LED qui vous indiquent les différents états de vos adversaires. Par exemple, est-ce que actuellement Cthulhu utilise sa défense un petit peu améliorée? Est-ce qu'il est instable? Est-ce qu'il est exposé aux différents dégâts? Est-ce que son énergie est chargée au maximum ou pas? Ce genre de choses là. Donc ça aussi, facilité d'accès au jeu, enfin une porte d'entrée assez intéressante. C'est plutôt cool de ce point de vue. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses à faire. Je ne suis pas forcément le cœur de cible, mais c'est intéressant malgré tout sur le papier. Et puis masse de boss, masse de personnages, pas mal d'asymétrie aussi à aller imaginer. Donc forcément, au-delà de l'aspect purement technologique, il y a un jeu qui va être intéressant, même si dans ce genre d'univers, j'aurais tendance à plutôt vouloir rejouer rapidement à Cthulhu Death May Die avec Xavier qui était très cool, même si on a eu deux parties beaucoup plus mitigées, mais on a eu aussi 2-3 parties qui étaient vraiment très très cool. Frais de port, pour le Canada, 45 jusqu'à 90 € de frais de port. Pour l'Europe, 25 à 75. Peut-être pour nos amis suisses, 35 à 120, j'imagine. Et puis pour nous au Japon, ce serait plutôt de l'ordre de 45 à 150 € de frais de port pour The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu, qui devrait théoriquement être livré au backer au début de l'année 2026. Voilà donc pour The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu, 760 backers, 26 jours avant la fin de la campagne et 200 000 $ d'engrangés, 200 000 € pardon, d'engrangés au moment où je m'enregistre. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le menu crowdfunding numéro 155, qui pour cette semaine aura été relativement léger. Beaucoup de projets, on s'entend, mais pas de vrais gros projets, même s'il y en a quelques-uns qui auraient pu faire figure de dessert, mais ils n'avaient pas de VF, mais c'était trop de niche, pour Cloudspire par exemple. Bon, ceci dit, ne vous inquiétez pas, si vous êtes de la grosse semaine bien chargée, ça va venir très rapidement. Sachez que pas forcément la semaine prochaine, mais la suivante par exemple, et surtout la semaine du 29 octobre, elle va piquer méchamment. Ça va foutre du tabasco dans tous les fondements, c'est ce que je veux dire. Il y a de la tulipe dans tous les sens. Voilà, j'en dirai pas plus. Du coup, on se retrouve de toute façon très prochainement pour diverses vidéos sur la chaîne des Ludovores, ou au pire pour le prochain menu crowdfunding numéro 156. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.